Bonjour et bienvenue dans Questions Politiques, le magazine politique de France Inter, France Info et Le Monde. Notre invité aujourd'hui est Éric Coquerel, coordinateur politique du Parti de gauche, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Éric Coquerel répondra à vos questions en direct à partir de 13h15, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Question Paul et Facebook Live, j'y arrive également. C'est parti pour le magazine politique de la semaine. Question politique, Nicolas Demorand. Avec vos rendez-vous de grands classiques, le portrait d'Éric Coquerel signé Karine Bécard, le dur, le rude zapping politique d'Élodie Forêt, mais tout de suite humour. Cette semaine, Charline Vanhoenacker rencontre un jeune qui rêve de devenir sondeur. C'était dans la matinale de Patrick Cohen jeudi dernier. J'ai un exemple ici, tous les camarades du petit Jules veulent devenir pompiers, footballeurs ou professeurs, mais lui, il prétend qu'il veut travailler dans un institut de sondage. Alors je me tourne vers le papa, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ? En fait, il a déjà prédit la victoire de Ramayad en 2022 et celle de Jean Sarkozy en 2027. Aïe, aïe, aïe. Et quand vous avez découvert que votre enfant voulait devenir sondeur, vous l'avez pris comment ? Très mal, évidemment. Hein. J'ai essayé de lui expliquer que j'aurais encore préféré qu'il fasse un métier un peu plus noble, quoi, éboueur ou oui, comme ça. Oui. Alors là, je me tourne vers Jules. Dis-moi, Jules, travailler dans un institut de sondage, c'est un rêve que tu fais souvent, assez souvent, très souvent ou pas du tout souvent ? Je ne me prononce pas. Alors, ce qui t'attire, c'est quoi ? Les chiffres, la politique, la sociologie ? Non, c'est de pouvoir mettre un costume gris avec des chaussettes Snoopy. Ouais, il a un poster de Brice Teinturier dans sa chambre. Aïe. Ouais, mais c'est pas le pire. Hein. Oui. Un jour, il a dit qu'il allait dormir chez un copain et puis on l'a retrouvé le lendemain matin devant le siège d'Ipsos. Ouh là là. Mais est-ce que la télévision reste souvent allumée chez vous ? Oui, d'ailleurs, je m'en veux. Hein. Un jour, on l'a laissé sans surveillance devant BFM TV. Oh là là, malheureux, mais ne refaites plus jamais ça. Non, mais vous avez raison, c'est vrai qu'on a déconné. En plus, ma femme, elle a laissé traîner l'Express sur la table du salon. Donc... Ah oui, je vois, le bête accident domestique, quoi. Ouais, bon. ouais. Et sinon, Jules, toi, tu as des amis à l'école quand même. J'ai en effet réussi à constituer un noyau dur parmi un échantillon représentatif de population française avec lequel j'ai des points de convergence assez forts. Arrête ça tout de suite, Jules. Non, mais c'est insupportable. Arrête, hein. Je sais pas où j'ai merdé dans son éducation, mais là... Ça, je vous le confirme. Hein. Ah non, mais il continue à me soutenir que c'est bien Juppé qui a gagné la primaire de la droite, quoi. Il est systématiquement dans le déni. Il maintient que c'est Clinton qui aurait dû gagner. Oui, il y a vraiment aucun avantage à cette situation, quoi. Si, il y en a un quand même. Oui. C'est que quand on se perd en voiture, on lui demande la bonne direction, et alors là, on part systématiquement dans l'autre sens. Je vois qu'une solution, amenez-le chez le pédopsie. Voilà, profession sondeur avec Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice dans le 7-9 de Patrick Cohen. Le zapping de la semaine, en mots dur, très dur. Écoutez ce récit signé Élodie Forêt. Aux mots bleus qui rendent les gens heureux, notre élite politique aura préféré cette semaine les mots durs. Quant à nous, la droite et le centre, quel gâchis. Son programme est dangereux. Il n'est pas en mesure de produire du vrai progrès social. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu. À gauche, Benoît Hamon a trouvé sa cible, son némésis, celui qui incarne désormais tous les mots MAUX. Monsieur Macron, vous manquez du plus élémentaire sens de la justice sociale. Qui peut croire qu'aujourd'hui, réduire la dépense publique, diminuer le nombre de fonctionnaires, remettre en cause le système de retraite, remettre en cause le compte pénibilité, qui peut croire que c'est le bon projet pour battre le Front National ? Macron dans le viseur comme tous ceux du PS qui le soutiendraient, Bertrand Delanoë en tête. J'ai des désaccords avec ceux qui font la grande transhumance, les oiseaux migrateurs. Alors, les oiseaux migrateurs, ils vont chercher la chaleur. Là, on voit que c'est plutôt les places au chaud. L'avantage du programme d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est sérieux et crédible sur le plan économique et donc il rend possible des progrès sociaux, il se donne les moyens de les réaliser. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle, Emmanuel. Je suis un centimier de la conviction. Peut-être que dans 2 mois, l'idéologie et les méthodes de l'extrême droite dirigeront la France. Ça me hante. Et en tant qu'homme libre, désintéressé et avec beaucoup de gravité, je pense qu'il faut que nous nous posions tous la question de notre vote pour éviter cette catastrophe du second tour. Même si pour une fois il y a une fille, j'aime pas trop Marine Le Pen. Allô ? Non mais allô quoi. À
À droite aussi, on tacle, on frappe, on plante les mots comme des couteaux. Je remercie ceux qui, après avoir vivement critiqué ma ligne et mon projet, trouvent aujourd'hui en moi le recours qu'ils recherchent. Mais il est trop tard. C'est chez lui à Bordeaux qu'Alain Juppé, revêche, annonce qu'il n'est pas et ne sera jamais le plan B. Cette décision a été difficile à prendre, très difficile, parce que j'ai bien conscience aussi de mes responsabilités, vis-à-vis pas simplement de mon parti politique, mais surtout de mon pays. Mais je pense que c'était la décision de sagesse, en espérant qu'elle pourra débloquer la situation dans les jours qui viennent. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. À Orléans, le mot soumission, ça fait des siècles qu'on l'ignore. Moi non plus, je ne me soumets pas. Je repense à cette réplique de Jeanne d'Arc face à ses juges. Passez outre, je vous prie. Passez outre les attaques dont je suis la cible. Merci pour votre mobilisation, vous êtes génial. Le comité politique, après un large échange, a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon et s'engage à œuvrer au rassemblement des familles politiques de la droite et du centre autour de lui et du projet qu'il porte pour le redressement national. Je crois qu'il y a un avant et un après Trocadéro. Je suis convaincu de ça. Il est passé d'un statut de candidat d'un parti au statut de candidat des Français. Vous êtes génial. Voilà donc pour le zapping d'Élodie Forêt. Avec le printemps perce les bourgeons. Arnaud Boutet, bonjour. Bonjour Nicolas. France Télévisions, Arnaud Le Parmentier, bonjour. Bonjour Nicolas. Quotidien Le Monde, Karine Bécard, bonjour. Bonjour. France Inter, événement de la semaine, Karine, pour vous. L'image, c'est quand même, on l'a un petit peu entendu, c'est Alain Juppé. C'était une très belle sortie, très lucide, très grave. Mais moi, j'ai envie de vous parler d'un autre truc. Oui. Ce qui m'a beaucoup plus amusé, en fait, c'est ces sarkozystes qui ont soi-disant rejoint François Fillon. Merci de m'aider. C'est évidemment des sarkozystes, c'est vrai. Ils ont soutenu Sarkozy, à savoir Baroin, à savoir Châtel, à savoir Jacob, pas de problème. Mais si on regarde bien, en fait, tous ces noms, c'est aussi des anciens chiraciens. Ça a été les fameux mousquetaires. Vous savez, pendant le quinquennat 2007-2012, on disait qu'ils déjeunaient ensemble. Alors, on retrouve les mêmes, Baroin, Châtel, Jacob. Il y avait même Copé à l'époque. Il y avait également Pécresse. Et ce qui est intéressant, c'est que, et là encore, on l'a un peu oublié, ces bébés Chirac, en fait, ils ont créé l'UMP. Avec qui ? Avec Alain Juppé. C'était l'UMP que voulait Jacques Chirac. Ils ont participé à la rédaction des statuts, notamment avec Alain Juppé. Ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est qu'ils se placent derrière François Fillon. Et ils n'aident pas, ils ont même plutôt carrément empêché la candidature d'Alain Juppé. Ce qui pose quand même un gros problème, et en tout cas un certain nombre de questions sur qui est Alain Juppé, sur sa manière de faire de la politique. Alain Juppé. Alain Juppé. Je crois qu'à un moment donné... On parle au passé maintenant. Oui, on en parle. Oui, j'en parle au passé, puisqu'il ne sera pas candidat à la présidentielle. Oui. Ça pose un problème quand même sur sa manière de faire de la politique, puisque quand on veut faire de la politique, incontestablement, à un moment donné, il faut réussir à fédérer si on veut gagner. Il ne s'est pas fédéré, manifestement. Arnaud Le Parmentier, pour vous, la semaine La semaine, c'est hier. C'est jusqu'où les choses iront trop loin ou pas avec la Turquie et avec Erdogan. On le sait, le ministre de la Famille, le ministre des Affaires étrangères, voulait faire meeting aux Pays-Bas pour un référendum qui doit donner plus de pouvoir au président Erdogan. Eh bien, ils ont été interdits de séjour aux Pays-Bas. Et alors, on est parti dans des noms d'oiseaux. Le président turc... évoquant le passé nazi, des relents nazistes. Donc, on a une dégradation de la situation qui est très grave. C'est des sujets que je trouve assez compliqués, en fait. On comprend que les Néerlandais ne veuillent pas que des politiques aillent faire campagne sur un territoire étranger, surtout à 3 jours des élections. On comprend que les Allemands ne le veulent pas. Nous, en France, on accepte que les ministres turcs viennent faire campagne parce qu'en fait, on n'a pas de relations épidermiques ou pathologiques avec la communauté turque. C'est pas comme si, je ne sais pas, des ministres des anciennes colonies françaises venaient faire campagne, mais on se retrouve quand même avec un état de dégradation des relations avec la Turquie qui est très inquiétant. Alors je sais bien que M. Erdogan devient dictateur, c'est un petit peu ce qu'il veut faire avec son référendum, mais on a quand même besoin de la Turquie. C'est eux qui empêchent ou qui jugulent le flux des migrants. C'est eux qui, s'ils basculent, si la Turquie basculait dans un autre monde, ce serait très très dangereux pour nous. Voilà, donc je n'ai pas de solution, mais je trouve que c'est très inquiétant. Que peut faire l'Europe, cela dit ?
L'Europe, elle a fait un accord qu'on a horriblement critiqué avec Angela Merkel, qui est un accord pas bien propre, mais qui a le mérite de l'efficacité. Ce que je pense dans cette affaire de terribles tensions, il faut prendre les choses comme elles sont. On n'arrivera pas à faire des choses totalement morales puisque le monde ne l'est pas. Et quand je vois qu'on arrive à avoir ce traité de nazis en Europe ou entre Européens et Turcs, il y a petit problème. Arnaud Boutet, pour vous, est un événement ou l'événement de la semaine ? Un événement, c'est une histoire un peu polono-européenne. C'est en effet la réélection de Donald Tusk au Conseil européen. Presque avec 27 pays derrière lui, et un seul qui s'oppose à cela et qui le crie très fort, c'est la Pologne, son propre pays où il est attaqué et considéré comme un ennemi, je cite, un ennemi de la Pologne. Alors c'est un peu curieux, Tusk, c'est le candidat de Berlin, disent les membres du gouvernement aujourd'hui nationaliste polonais. C'est donc un homme qui a été appuyé par 27 pays contre un seul. Mais voilà, le gouvernement polonais garde en travers de la gorge un certain nombre de réformes et notamment de conseils, voire d'interdiction européenne vis-à-vis de son propre pays, et ça ne passe pas, d'autant plus que Tusk était à la tête du Conseil. Alors on a constaté cette semaine en effet que même François Hollande a tenté de calmer le jeu en allant expliquer que, attention, l'Europe donne beaucoup d'argent à la Pologne, et qu'est-ce qu'il a eu en échange ? Eh bien, disons, un coup de la part du Premier ministre, qui est une femme, qui lui a expliqué qu'elle n'avait pas de leçon à recevoir d'un président sortant qui ne se représentait pas et qui était très bas dans les sondages. Alors qu'est-ce qu'on voit aussi dans cette histoire ? Vive l'Europe ! Vive l'Europe ! On se parle franchement en famille. L'union. Dans cette espèce de détestation comme ça, polono-européenne un peu curieuse qu'on a du mal à saisir, on voit aussi la main d'un homme qui est Jarosław Kaczyński, qui est le patron du PIS aujourd'hui, et qui pousse le gouvernement de son pays à taper contre Bruxelles. Et Kaczyński, bien sûr, Jarosław, c'est le frère de Lech Kaczyński, qui lui-même était décédé dans un accident d'avion à Smolensk en 2010. 2010, à cette époque-là, c'était un certain Donald Tusk qui était Premier ministre en Pologne. Et depuis cette période-là, depuis 7 ans, eh bien, Kaczyński considère que Tusk a caché les rapports, a caché un certain nombre de vérités sur cet accident. Il lui en veut à la mort. Et donc, on constate finalement que pour des histoires, en effet, de gouvernement et d'histoire polonaise, on a une mini-crise européenne. Allez, je vous donne les titres de la presse dimanche. Le JDD, le journal du dimanche, fait sa une sur la menace Marine Le Pen à J-42 de l'élection. Son niveau élevé dans les sondages inquiète ses rivaux. Deux autres appels de une, les pages plaisir du JDD, qui sont nouvelles, si je ne m'abuse. Et puis les révélations sur les mystérieux paiements des costumes de François Fillon. À la une du Parisien dimanche, la présidentielle, la 5e République à bout de souffle. Le président élu le 7 mai aura besoin d'une majorité stable pour gouverner, mais la gauche est éparpillée, la droite disloquée, de plus en plus de voix s'élèvent pour réformer nos institutions. Le portrait. Question politique sur France Inter. Le portrait de notre invité aujourd'hui, coordinateur politique du parti de gauche, soutien de Jean-Luc Mélenchon. J'ai nommé Éric Coquerel, Karine. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes un drôle de spécimen, monsieur Coquerel. Vous êtes un politique, c'est vrai. Vous avez un parti, vous avez un mandat, vous soutenez un candidat, mais apparemment, tout cela ne vous rassure pas. Donc vous êtes un élu qui exerçait à côté une autre activité. Pourquoi pas ? Vous en avez parfaitement le droit. D'ailleurs, aujourd'hui, pour être en phase avec la société, ce serait peut-être même recommandé. Sauf que ce qui est surprenant chez vous, c'est que d'un côté, vous êtes un proche de Jean-Luc Mélenchon, un ancien de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, et de l'autre, vous êtes professionnellement et depuis longtemps un chasseur de millionnaires, voire de milliardaires, enfin un chasseur de sponsors, de gros sponsors pour vos amis navigateurs, et pas n'importe lesquels, Michel Desjoyaux, Isabelle Autissier. Vous avez été, vous Éric Coquerel, leur agent pendant des années. Et aujourd'hui encore, votre agence de communication reste spécialisée dans la voile et les voiliers. Ce qui est bizarre dans tout cela, c'est que vous fréquentez les plus grands, vous tutoyez les plus riches, vous participez, enfin j'imagine, à toutes ces grandes fêtes à la fin d'un tour du monde. Des grandes fêtes qui ont toujours l'air très joyeuses et très arrosées, et vous n'avez jamais été tenté de basculer ? Non ? Non, vous vous êtes obstiné à rester un militant d'extrême gauche, modeste, dévoué, et persuadé qu'avec ses idées, le monde pourrait changer. Et alors, Karine, comment se fait la connexion avec Jean-Luc Mélenchon ?
Eh bien, ils ont créé ensemble en 2008 le Parti de gauche. Ils ne sont pas les seuls. Le PG, en fait, est fondé au départ, on l'a un petit peu oublié, par tout un tas de personnes, par Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, par vous, Éric Coquerel, par Marc Dolez aussi, par exemple, cet ancien député socialiste du nord de la France, et puis par plusieurs syndicalistes. Tous ces gens se sont rencontrés dès 2005, parce qu'ils ont tous combattu le référendum sur la Constitution européenne. Voilà comment se sont tissés les liens entre l'ancien co-président du Parti de gauche, ça c'est Jean-Luc Mélenchon, et son actuel co-coordinateur politique, ça c'est vous, Éric Coquerel, pour faire plus simple. Voilà comment se sont tissés les liens entre l'ex et le nouveau patron du parti. Ce qui ne veut pas dire que vous comprenez sur tout, que vous êtes d'accord sur tout. Jean-Luc Mélenchon est un ancien trotskiste, lambertiste, passé par le socialisme, alors que vous êtes, certes vous aussi un ancien trotskiste, mais pabliste, et ensuite passé par le MRC de Jean-Pierre Chevènement. Tout cela peut vous sembler gentiment compliqué, mais c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous pensez, Éric Coquerel, qu'il reste primordial de continuer à s'appuyer sur la structure des partis, sur l'efficacité des mouvements, alors que Jean-Luc Mélenchon, avec sa France insoumise, est persuadé qu'il est grand temps de faire exploser tous les carcans. Avec une vraie divergence, là. Oui, mais ça n'empêche pas les deux hommes de s'apprécier. Et surtout, cela ne vous gêne pas, a priori, vous, Éric Coquerel, pour faire campagne, cette campagne, la campagne présidentielle. En revanche, cela vous éloigne tout de même du cœur du réacteur, ce qui n'est sans doute pas pour vous déplaire, vous qui semblez préférer les seconds rôles au premier. Le problème, c'est que le conseiller régional que vous êtes, conseiller régional d'Île-de-France depuis maintenant 7 ans, n'a jamais eu que ce seul mandat. Et il vous est difficile, semble-t-il, d'en décrocher un autre, à la hauteur, si j'ose dire, de vos 40 ans d'engagement politique. C'est ce qui s'est passé lors des dernières européennes. Vous avez été assez mal géré et vous auriez aimé en juin prochain, à Montreuil, tenter votre chance pour devenir député. Mais si j'ai bien compris, c'est un vrai mélenchoniste qui a obtenu le droit de s'y présenter. Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Réaction à ce portrait. Première réaction, oui, moi j'assume le fait que la politique, ça ne doit pas être une carrière et un métier. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, ça doit être une des bases de la 6e République à travers le non-cumul des mandats. Moi, je ne supporte pas l'idée qu'on rentre à 22, 23 ans dans un des grands partis institutionnels et puis on essaie de faire carrière jusqu'au bout, très souvent en faisant fi de ses idées, parce qu'on est tenu par des conditions matérielles. Donc vous l'avez dit, moi je suis engagé depuis l'âge de 14 ans, j'ai varié, j'ai évolué, pas, je pense pas sur les grands axes de mon engagement. Vous n'avez pas changé d'autoroute? Non, j'ai pas changé d'autoroute. Et c'est quoi j'ai le grand rencontré axe notamment, c'est vrai, avec Chevènement, la question de la République, qui n'était pas forcément ce qui était le plus en avant, le moins qu'on puisse dire, à la LCR. Et pour moi, la République, dans la version Jaurès, c'est quelque chose qui est encore une des bases de l'émancipation possible et collective. Je revendique le fait de continuer à travailler, même si c'est très difficile quand vous faites partie du secteur privé. Et puis vous savez, la voile... vous êtes comme dans un milieu particulier. Voilà, pour bien la connaître, la voile, le sport de la voile en général, c'est pas un milieu dans lequel les sportifs sont très payés. Vous savez, les mieux payés sont au salaire de cadre moyen environ, et beaucoup de gens... vraiment tire un peu le diable. Vous n'êtes pas avec les puissances de l'argent? Non, parce qu'à écouter non, le portrait, là, on a non. l'impression que grosso modo, vous non, avez mais ça, une W, son une portrait, vie c'est avec normal, on l'argent. a un peu caricaturer les choses. Mais non. Et vous savez, dans les années 70, moi je suis un enfant des années 70, on se demandait souvent la manière dont on allait quelque part s'évader. Donc moi j'ai choisi le choix politique, de faire de la voile, puis certains changeaient le monde en faisant le tour. Mais des gens comme Isabelle Autissier, moi j'ai énormément d'affinité avec eux. Voilà, j'aime bien ces sportifs, j'aime bien le sport en général d'ailleurs, je l'assume. Donc ça c'est la première chose. Oui. Et la deuxième chose au niveau du portrait que vous avez évoqué, je ne crois pas avoir de différence avec Jean-Luc Mélenchon sur la question du parti. Il appartient toujours au parti de gauche. Ce que nous disons tout simplement, c'est que les partis à eux seuls ne peuvent plus être la solution pour être capable de permettre une implication citoyenne maximum. Donc il faut effectivement aller plus loin, utiliser les réseaux sociaux, utiliser l'implication citoyenne la plus large, comprendre que de manière totalement injuste pour des partis comme le mien, mais dans la tête des gens, les partis, c'est le Parti socialiste, c'est les grands partis institutionnels, eh bien, les partis pâtissent, j'allais dire, du système, et notamment de la Ve République. Donc, il faut être capable de régénérer ça. Maintenant, avec une gauche mouvementiste, c'est ça ? Voilà, mais je continue à considérer que les partis politiques, c'est une des bases de la démocratie, c'est l'association, finalement, de citoyens pour un objectif commun. Vous avez une conception très verticale de la prise de décision, alors que Jean-Luc Mélenchon devient quand même... Non, on a exactement la même... de ce point de vue-là, on a la même vision. Non, vous vous trompez. Arnaud Boutet, vous savez, c'est pas forcément vertical. Arnaud Boutet. Je reviens juste sur votre activité avec le Vendée Globe, et pour venir un petit peu, non pas à la politique, mais c'est un événement qui est quand même très associé à Philippe de Villiers.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est un très bon créateur et c'est quelqu'un que vous admirez à ce niveau-là? Philippe de Villiers? Non. Non. J'admire les marins qui ont créé le Vendée Globe. Vous connaissez mal l'histoire du Vendée Globe. D'ailleurs, comme Montreuil, je suis candidat à Saint-Ouen, mais vous connaissez mal les... Mais vous vouliez Montreuil? Non, c'est plus compliqué, mais laissons les détails. Mais sur le Vendée Globe, vous connaissez mal l'histoire, c'est une idée qui est née de marins à l'origine. Philippe Gentot, Titouan Lamazou, et de plusieurs marins qui ont décidé de le faire. Effectivement, De Villiers a porté le sponsoring du Conseil général Vendée, qui continue d'ailleurs à l'être. Voilà. Maintenant, je vous fais remarquer une chose. Quand vous travaillez dans la société, de toute façon, à un moment donné, vous côtoyez des gens qui ne sont pas forcément de votre milieu et de vos opinions politiques. Parce que sinon, j'allais dire que le champ se réduirait considérablement. Donc voilà, j'ai jamais eu d'affinité particulière avec De Villiers. Vous segmentez complètement votre opinion politique et votre carrière politique, ou ouais, au contraire, vous en parlez? Non, j'essaye, ouais. Mais très honnêtement, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été élu pour la première fois en 2010. Non pas seulement parce que je ne pouvais pas être élu avant, mais parce que je considérais que mon engagement passait avant. Donc quand vous êtes à la LCR, pour être élu, vous conviendrez avec moi que c'est pas forcément la voie royale. J'avais pas envie de considérer que ma priorité, c'était le fait d'être élu. Voilà, c'est mes idées, et ça reste mes idées, mes convictions. Donc j'ai été élu pour la première fois. J'ai un mandat qui me permet quand même justement de moins travailler. J'ai beaucoup moins d'activités professionnelles. Je suis encore certains secteurs. Et effectivement, la société que je co-dirige avec mon associé depuis maintenant 2002 continue à fonctionner. Mais je dois avouer que je ponctionne très très peu sur cette société au niveau financier, uniquement ce que mon travail me rapporte. Éric Coquerel, vous avez dit que par rapport à vos années de jeunesse, en quelque sorte, à la Ligue communiste révolutionnaire, vous aviez gardé le ou les mêmes axes. Comment vous les définiriez, ces axes ? C'est l'idée que l'addition des intérêts particuliers dans une grande jungle qui est le marché, le tout marché, ne résout pas les problèmes de la société, ne permet pas, j'allais dire, l'émancipation et le progrès humain. Voilà. Donc il faut l'intérêt général, il faut le bien commun, et c'est donc se poser les questions d'un État social, c'est de poser les questions du partage des richesses aussi, qui s'est aggravé depuis que dans ma jeunesse, comme vous dites. Tout le monde pose des questions. Le bien social, le bien commun, tout le spectre républicain. Vous trouvez ça? Oui, enfin, je vous pose la question. Emmanuel Macron se pose ça, François Hollande se pose ça. Alors ils se les posent d'une drôle de manière et ils y répondent par l'inverse. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on assiste depuis les années 70, justement, progressivement au retour à l'idée d'une économie de marché, non plus avec marché. Parce qu'on a vécu pendant très longtemps avec une économie avec marché. Et on a une société dans laquelle, finalement, l'idée que la mise en concurrence de tout le monde apporte le progrès humain et la pensée unique. Et je trouve que M. Macron et M. Fillon s'y réfèrent fortement, et c'est celle qui échoue à peu près partout dans le monde aujourd'hui. Notre invité aujourd'hui est le coordinateur politique du Parti de gauche, soutien de Jean-Luc Mélenchon. J'ai nommé Éric Coquerel. Il répondra à vos questions en direct à partir de 13h15. Vous pouvez le joindre au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr, via Facebook Live et Twitter avec le mot-clé Question Paul. À mes côtés, Éric Coquerel, pour vous interroger, Arnaud Boutet de France Télévisions, Arnaud Le Parmentier du Monde. Bonjour. Oui, rebonjour Arnaud. Karine Bécard de France Inter. Rebonjour à tous les trois. Sinon, aussi, et rebonjour à vous, Éric Coquerel. Vous revenez de Rome, où se tenait le sommet dit du plan B. Il n'y a déjà pas vraiment de consensus sur le plan A. Est-ce qu'il a pu s'en dégager un sur le plan B? Si oui, lequel? En avance, c'est le 4e sommet. Alors, je vous raconte juste l'histoire, comment c'est né, cette histoire. Vous savez, Alexis Tsipras, en juillet 2015, est obligé de capituler devant les pressions de Mme Merkel, de M. Hollande, de M. Juncker. Et l'idée que nous avons eue, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il s'est retrouvé comme ça pris dans la nasse, quelque part, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le fait qu'il n'avait pas de plan B. C'est-à-dire, les Allemands avaient un plan B, ils disaient si vous n'acceptez pas, c'est le Grexit, et M. Tsipras n'en avait pas. Donc, l'idée, c'est de préparer un plan B de façon à ce que, si on entame des négociations, ce que nous comptons faire avec l'élection de Jean-Luc Mélenchon, sur des bases qui soient celles d'une Europe du progrès humain, de l'harmonisation sociale et fiscale par le haut, de grandes relances de travaux, notamment sur la transition énergétique, nous puissions, crédibiliser les négociations et le rapport de force entamé avec le fait d'avoir un plan B qui nous permettrait finalement d'appliquer la même politique avec les pays qu'ils souhaitent, parce que d'autres pays le partageraient. Donc voilà, c'est le plan B. C'est une méthode. Le contenu. Mais c'est contenu du plan A et contenu du plan B. Quelque part, le A et le B, c'est la même chose en termes de contenu. La différence, c'est que
le plan A, c'est le fait d'espérer le faire avec tous les pays européens aujourd'hui. Et nous comptons bien le faire. Et nous espérons justement, du fait du poids de la France, deuxième puissance économique en Europe, bientôt le pays le plus peuplé, parvenir à ce que M. Tsipras n'est pas parvenu à faire. Bon. Et le plan B, c'est la même chose avec... Au bout de plusieurs mois de négociations, si nous ne parvenons pas justement à nos fins et à changer, à refonder l'Union européenne, de le faire avec les pays qui souhaiteraient, qui partageraient quelque part notre vision de l'Europe. Alors c'est quoi? C'est la convergence par le haut, c'est-à-dire l'harmonisation sociale et fiscale par le haut. Par exemple, l'installation d'un SMIC européen, 75% du revenu médian. C'est l'idée du principe de non-régression. Je dis ça parce que là, en général, quand je donne ce terme, les journalistes me regardent et vite on passe à un autre sujet. Non, on est curieux et désireux. Le principe, c'est parfait, alors je suis au bon endroit. Le principe de non-régression, c'est l'idée que les réglementations européennes ne s'appliquent que si elles sont supérieures d'un point de vue social et écologique à celles du pays. Comme ça, l'Europe n'est que du mieux-disant et non pas du moins-disant social et écologique. Ça peut être un socle de garantie ? C'est un socle. Voilà, qui fait que tant que la réglementation n'est pas supérieure, la législation nationale s'applique. Mais votre plan B, excusez-moi, est-ce que vous sortez de l'Union européenne? Est-ce que vous sortez de l'euro? Parce que là, vous dites le projet. C'est réorienter la banque. Vous me demandez mon projet. C'est réorienter la Banque centrale européenne de façon à ce qu'elle puisse, par exemple, racheter directement les dettes souveraines et arrêter que les banques puissent en plus spéculer sur ce qu'elles ont créé souvent elles-mêmes, c'est-à-dire l'endettement des pays. C'est le fait d'avoir une politique aussi qui permet un protectionnisme solidaire à l'échelle européenne, c'est-à-dire de taxation sociale et écologique par rapport à des partenaires extérieurs et qui permettrait, par un effet mécanique, finalement, d'avoir non pas, comme le fait le dumping aujourd'hui, un nivellement par le bas, mais au contraire d'espérer qu'au fur et à mesure, eh bien, la question de mieux travailler d'un point de vue écologique et social soit aspirée. Et tout ça, il y a d'autres sujets. Oui, je vous donne l'exemple. Moi, je voudrais une explication de texte sur protectionnisme solidaire, parce que c'est contradictoire dans les termes. Alors, est-ce que c'est juste... Normalement, le protectionnisme est l'une des armes de l'égoïsme des nations. Alors, expliquez-nous comment on bâtit un protectionnisme solidaire. Nous protégeons notre cinéma. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, CNC. En quoi n'est-il pas solidaire? En quoi n'est-il pas, j'allais dire, la possibilité pour le cinéma français non seulement de continuer à créer, mais en plus de ça, à s'exporter et à ouvrir une certaine vision du cinéma. Donc on peut très bien avoir un protectionnisme qui n'est pas basé sur l'idée de se réfugier, de se replier, de quelque part de continuer à faire ce que fait le libre-échange, c'est-à-dire une concurrence généralisée, mais nous pouvons avoir un protectionnisme qui permet des accords commerciaux, de coopération avec les autres pays du monde, j'allais dire, sur un donnant-donnant pour tout le monde, et notamment pour les travailleurs des deux pays. Voilà ce que c'est qu'un protectionnisme solidaire. Et ça peut être aussi un protectionnisme qui rentre dans le cadre de politiques de coopération. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 80, la France, à l'époque, à gauche, a entamé le fait de racheter le gaz algérien plus cher que le marché le permettait. Bon, eh bien, le protectionnisme solidaire, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire comment ça peut être une arme de coopération, et y compris de géopolitique, au service de ce que nous défendons, nous, c'est-à-dire d'une politique altermondialiste et indépendantiste. Arnaud Boutet. Une question, on entend bien ce vers quoi vous voulez aller, mais comment comptez-vous quelque part tordre un peu le bras de l'Europe pour renégocier à 28 et finalement, par quelle forme vous allez imposer cette nouvelle lecture et peut-être réussir là où les autres ont échoué avant vous? Alors, la première chose, c'est que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne pourra pas continuer en réalité si la France ou l'Allemagne sortent. Voilà, il y a la géopolitique continue à vivre. C'est pas vrai que tous les États ne sont pas égaux. La preuve, je rappelais tout à l'heure la scène où M. Tsipras a dû céder. Il n'y avait pas les 28 États membres, il n'y avait même pas les 19 représentants de la zone euro. Il y avait Mme Merkel, M. Hollande et M. Juncker. Donc on voit bien que la géopolitique continue à exister. Donc le point de départ, c'est l'idée que la France a des arguments. Par exemple, elle a un grand marché intérieur qui intéresse beaucoup de pays à l'étranger. Et on peut penser que l'Allemagne verrait à deux fois l'idée d'une dislocation de l'Union européenne si des négociations fermes sont engagées. Mais encore faut-il les engager. Encore faut-il ne pas faire comme M. Hollande, qui nous avait dit le TSCG, je ne le signe pas si je ne le renégocie pas, et qu'il a signé intégralement. Donc, nous engagerons une discussion. Et ce que nous pensons, c'est qu'en 2017, nous avons une fenêtre absolument extraordinaire. Parce qu'il y a l'élection en France, vous avez le Brexit qui va quand même être un événement en application concrète important, et vous avez à l'automne les élections en Allemagne. Nous pensons donc que nous pouvons mettre au centre du débat l'idée justement d'une Europe
qui vaille par le progrès humain et social et non pas par le grand marché de libre-échange qu'entraînent tous les peuples les uns contre les autres. Arnaud Le Parmentier. Vous venez du sommet du plan B, mais où sont vos alliés? Parce que hier à Rome, si j'ai bien compris, il n'y avait pas Yanis Varoufakis, qui était le grand ami de Jean-Luc Mélenchon et qui doit l'être encore. Il n'y avait pas Pablo Iglesias de Podemos. Il n'y avait pas Oscar Lafontaine et Sarah Wagenknecht de Die Linke. Donc on a l'impression... Il y avait un adjoint de M. Corbyn. On a l'impression que vous êtes de plus en plus seul à cause de la radicalité de vos propositions. Non, vous êtes très très mal informé. Alors, j'attends. Parce que le débat dans lequel j'étais, par exemple, j'ai animé hier, il y avait un représentant de Diem 25 qui est le mouvement de M. Varoufakis. Oui, mais il n'y avait pas Varoufakis. On a l'impression que c'était le sommet des seconds couteaux. Donc on a l'impression que c'était une dynamique faite. Attendez, nous on ne fait pas la politique avec le fait d'avoir à un moment donné des personnes forcément là à un instant T. Les partis, justement, on parlait de partis tout à l'heure, de collectifs humains, ils ont des représentants. Moi, à côté de moi, le débat, j'avais quelqu'un qui représentait Podemos et de l'autre côté, quelqu'un de Diem 25. Et M. Fabio... il y avait un député allemand, excusez-moi, j'ai un petit oubli sur le nom, qui représentait Die Linke et qui est en plus très proche de Oscar Lafontaine. Donc je peux vous assurer que par rapport aux initiateurs du départ, notamment aussi Zoé Constantopoulou qui était là, qui était l'ancienne présidente du Parlement grec, il n'y a pas de défection, au contraire même, on rassemble plus de partis et de forces que le premier sommet du plan B à Madrid. Donc nous sommes loin d'être seuls. Et je pense que vous savez que cette idée, elle progresse. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on croit, aujourd'hui, les questions d'austérité, les questions de politique de l'offre, qui s'en prennent toujours au prix du travail, au bénéfice de ceux du capital, continuent à sévir, que ce soit en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie. Vous avez vu Mais une petite remarque quand même. On a quand même l'impression qu'il y a eu 2 chances, ou au moins 2 percées données à la gauche radicale en Europe, Syriza et en Espagne, Podemos. Et les 2 fois, ça se traduit soit par une non-participation au pouvoir, soit par ce que vous appelez la capitulation ou le fait que Syriza se range au compromis européen. Comment vous faites différemment avec aussi peu de masse, aussi peu de gens qui vous suivent pour le moment? Éric Coquerel. Notre espoir, c'est bien d'avoir une masse importante qui nous suive, le peuple français. Si nous avons la majorité avec Jean-Luc Mélenchon en avril-mai prochain, excusez-moi, mais dans le rapport de force européen, ça a quand même sa portée. Et moi, ce que je crois, c'est que à partir du moment où la France, j'allais dire, défendra un autre projet européen, encore une fois, plus en lien avec l'idée d'une construction européenne pour la paix, pour le partage des richesses, pour la transition écologique qui est très importante, eh bien, nous serons capables d'entraîner des pays qui ont les mêmes intérêts que nous. Objectivement les mêmes intérêts que nous. Je parle de, par exemple, des pays du sud de la Méditerranée. Mais vous savez, même les travailleurs pauvres en Allemagne qui vont voter à l'automne, je ne suis pas sûr que la politique d'austérité maintenue... Il y a que les gens qui ne connaissent pas l'Allemagne pour savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chômeurs en Allemagne, qu'il y a beaucoup de chômeurs en Allemagne, qu'il y a des travailleurs pauvres très ubérisés qui y travaillent. Et moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, l'intérêt de tout le monde peut être justement, finalement, quelque chose qui est, somme toute, logique, qui est le fait que l'Europe arrête d'être le seul espace géopolitique au monde, le seul, vous m'entendez bien, où vous avez un libre-échange total sans aucune harmonisation sociale et fiscale. Il n'y a pas un endroit comme ça. Karine Bécard. Ça, on y reviendra, mais vous dites, voilà, on va faire masse avec les Français, etc. Je reviens quand même sur l'idée des... Pas mal, ça. Oui, c'est pas mal, oui, mais je reviens quand même sur l'idée des seconds couteaux. C'est-à-dire que comment vous voulez faire masse, comment vous voulez faire réagir les Français en vous réunissant qu'avec des inconnus, moi j'ai envie de les appeler comme ça, est-ce que même ça n'abaisse pas un candidat à l'élection présidentielle? Est-ce qu'en termes de symbole, on ne se dit pas finalement il parle qu'avec... Nous on n'a pas cette vision-là, Jean-Luc Mélenchon n'a pas la vision de se dire il faut absolument que je sois avec des si on veut changer têtes les choses, connues. il faut Ce changer qui les nous choses avec importe, ceux c'est qui les peuvent les idées et les changer conditions. vraiment. Hier, on était dans l'endroit où a été signé le traité de Rome il y a 60 ans. On pouvait faire le bilan catastrophique aujourd'hui de l'Union européenne telle qu'elle se construit. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient là, qui représentaient à peu près des partis de tous les pays européens, y compris hongrois par exemple, ce qui est assez rare vu malheureusement, j'allais dire, l'extrême droitisation du pouvoir en Hongrie. Et donc, vous avez des débats intéressants, des gens que vous ne connaissez pas, qui sont des gens qui proviennent d'attaques, comme Bernard Cassen. Bon, je crois que... L'économiste. Voilà, l'économiste, des gens comme Christophe Ventura. Je ne vous cite que les côtés du français, ou Corinne Morel-Darleux, qui est au parti de gauche, s'occupe de l'éco-socialiste. Vous avez une vraie richesse. Donc, je crois que c'est faux de dire que c'est des seconds couteaux. Mais je m'arrête là-dessus. Nous ne comptons pas, et nous ne pensons pas que, quelque part, la solution viendra du fait que Jean-Luc Mélenchon élu, tous les partis proches en Europe prennent tout d'un coup le pouvoir. Ça serait bon. Mais vous avez vu ce qui s'est passé en Italie. Ce qui s'est passé en Italie, le référendum, qui était certes sur des questions institutionnelles et constitutionnelles, mais tout le monde sait bien qu'en réalité, c'était la politique d'austérité de M. Renzi qui a été condamné. Donc vous voyez bien qu'il y a un mécontentement
de la part des populations du fait que l'austérité n'est plus supportable, la mise en concurrence n'est plus supportable. Et ce que nous pensons, c'est que s'il y a un déclic, j'allais dire, venant du fait de la France, c'est pas faire honte à d'autres pays de dire qu'elle a un poids particulier en Europe, eh bien, sans même préjuger de la couleur politique des gouvernements actuels, il y aura des mouvements dans les autres pays qui permettront, nous l'espérons, d'être un levier pour changer les choses. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on le fera avec les pays qui le souhaitent. Une dernière question européenne, amis auditeurs et téléspectateurs, on pourra y revenir bien entendu à partir de 13h15, mais est-ce que vous voyez sur le plan, je dirais, de la philosophie politique, les convulsions européennes d'un bon œil? On voit très souvent l'analyse que les convulsions et les contradictions du capitalisme, les convulsions, les contradictions de la social-démocratie peuvent ouvrir sur une nouvelle donne politique. Est-ce que vous faites la même analyse pour l'Union européenne, qui est en crise, là, qui est en train de se décomposer? Moi, je n'aime pas le pire. Donc, si vous voulez, quand je vois l'Union européenne... Non, mais européenne... est-ce que c'est une opportunité politique? Oui, mais c'est peut-être une opportunité politique, mais j'aimerais mieux l'éviter. J'aimerais mieux que les choses se fassent pacifiquement et qu'on n'ait pas une situation aujourd'hui où on a un chômage absolument historique en Europe, la montée de l'extrême droite partout, et une situation qu'on regarde bien, qui rappelle la dernière grande mondialisation capitaliste, je vous le rappelle, celle qui a commencé avant la guerre de 14 et qui s'est terminée quelque part avec la Deuxième Guerre mondiale, avec les dégâts que nous connaissons. Donc moi, ça ne me réjouit pas du tout en me disant on a une opportunité. Ce que je crois par contre, c'est que si l'alternative que nous présentons, qui est une alternative qui tout simplement propose de redonner la souveraineté au peuple, par exemple, plutôt que le contournement répété à travers, par exemple, le traité de Lisbonne imposé quand les Français ont voté non au traité constitutionnel européen, le coup d'État, le quasi-coup d'État qu'a vécu Chypre ou qu'a vécu M. Tsipras, parce que je pense que ça ressemble à ça, sur le fait aussi que nous ne pouvons plus être un espace où les richesses partent de façon très très majoritaire aux actionnaires et ne soient plus mis aujourd'hui dans l'économie réelle, toutes choses qui sont facilitées par les traités. Je crois que si nous ne parvenons pas à installer une alternative, non seulement il n'y aura plus d'Union européenne, ça je n'y crois pas d'ailleurs, mais en plus de ça, on peut craindre le pire. Politique française, on revient à l'Europe encore une fois si vous le voulez. Arnaud Boutet. Est-ce que concernant la candidature de Jean-Luc Mélenchon, considérez-vous, comme certains le disent, que Jean-Luc Mélenchon est celui qui empêche la gauche de se rassembler aujourd'hui? Éric Coquerel. Celui qui a empêché la gauche de se rassembler aujourd'hui, il s'appelle François Hollande et il vient de faire pendant 5 ans une politique de droite. Voilà. Donc il faut s'adresser à celui qui est à l'Élysée et qui a fait en sorte que aujourd'hui, quand on dit le mot gauche à la plupart de nos concitoyens, personne ne sait plus trop de quoi il s'agit, puisque même certains affublent M. Macron, qui ne veut pas pour autant de l'idée qu'il serait un candidat de la gauche. Donc, pour Benoît Hamon, c'est un peu plus clair. Non, mais d'accord, mais il y a une désorientation profonde du corps électoral, et c'est normal parce que vous n'avez pas arrêté de dire pendant des années, je ne vous reproche pas, il s'appelait comme ça, qu'on a eu un gouvernement de gauche, mais un gouvernement de gauche qui a fait la même politique que M. Sarkozy d'un point de vue économique, et même d'un point de vue, j'allais dire, sociétal, qu'on voit qu'on est toujours, par exemple, dans l'état d'urgence. Donc, rassembler la gauche, ça ne veut rien dire. Si rassembler la gauche, c'est par exemple mettre sur la même tribune M. Valls et M. Mélenchon, excusez-moi, les électeurs... Mais là, c'était M. Hamon et M. Mélenchon. Oui, alors donc maintenant, je vais venir à M. Hamon. Le problème de M. Hamon, ce que nous avons vu, et ce qui se confirme, c'est que finalement, après sa victoire que nous avons saluée, parce que nous la jugeons importante, on estimait quelque part que ça donnait raison à ce que nous disions depuis 5 ans dans la politique d'opposition au gouvernement. La victoire des Il est resté au milieu du gué. C'est-à-dire qu'il est resté, en réalité, aussi le candidat du Parti socialiste. Et on voit bien que sur le revenu universel d'existence, qui n'a plus rien d'universel et qui devient finalement, pour certaines personnes, un RSA à 600 € jusqu'à 1 900 € mensuels, si j'ai bien compris. Donc c'est un revenu universel d'existence rabougri. On voit bien que sur d'autres questions, sur les questions de l'Union européenne, par exemple, où il reprend en réalité la logique social-démocrate, celle qui consiste à dire il faut changer l'Europe, et qui ne se donne pas les moyens de le faire. Le blablabla qu'il dit, c'est lui qui y est. Non, mais il le reprend. J'ai pas compris cette question. Hein, c'est que Benoît Hamon dit que le projet de M. Macron, c'est blablabla. Je pense que M. Hamon est un homme de gauche, et je le crois sincère. Mais il est resté au milieu du gué. Et la période aujourd'hui, pour essayer de gagner cette élection, ne supporte pas justement l'entre-deux. Il faut, si on veut avoir une alternative, il faut quelque chose qui ne soit pas ambigu, qui soit clair, qui rompe avec les passés. C'est le projet de l'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon. Soyez plus clair, quels sont vos désaccords politiques majeurs avec Benoît Hamon? Et on a quand même le sentiment que c'est juste une affaire de leadership. C'est-à-dire que Mélenchon n'avait pas envie de perdre son leadership à gauche. À part ça, soyez clair vis-à-vis des... Pourquoi Mélenchon? Les deux. Déjà, c'est pas Mélenchon. Mais juste parce que pour l'instant, a priori, je vous rappelle que c'est Benoît Hamon qui a annoncé le fait que tout ça ne serait pas possible. Non, moi je fais pas un jour à M. Hamon et à M. Mélenchon. Je pense
que tous ceux qui voient ça par la problématique des égos se trompent. Alors, les idées. Non. Les désaccords. Alors, donnez-nous les désaccords. Je pense que c'est un problème de fond politique. Alors. Le fond politique, c'est que d'abord, à partir du moment où Benoît Hamon ne se sépare pas, par exemple, de tous ceux qui ont voté les lois, ou en tout cas qui les ont amenées depuis les 5 dernières années. Une purge. Non, c'est pas une purge, mais c'est quelque chose de cohérent. Vous ne pouvez pas vous opposer sur la loi El Khomri avec Madame El Khomri comme candidate. C'est pas possible. Je vous donne un exemple. Mais donc il fallait retirer à Madame El Khomri son investiture. En tout cas, il fallait faire en sorte que l'investiture qui aurait pu accompagner Monsieur Hamon ne soit pas donnée effectivement à Madame Khomri. Mais il a fait ce choix. C'est anecdotique quand même. Parce que Non, si ça c'est un désaccord majeur. Mais non, attendez, c'est pas anecdotique. Là, je vous donne Madame El Khomri comme exemple. Mais je vous rappelle que 80% des investitures socialistes aujourd'hui sont les députés qui ont voté l'état d'urgence, qui ont voté le 49.3, qui ont voté toutes les lois antisociales. Donc vous ne pouvez pas changer de politique si on croit justement à une 6e République parlementaire. Vous ne pouvez pas, puisque apparemment M. Hamon est dans ce cadre-là aussi, vous ne pouvez pas penser que vous allez changer de politique avec ces mêmes hommes. Une scission minoritaire donc, excusez-moi, il y a d'abord ça, il y a d'abord les hommes. Et là où les événements montrent que nous avons raison, je vous fais remarquer qu'on verra bien ce qui se passe. Mais M. Cambadélis a l'air de remettre en question l'accord avec Europe Écologie, législatif. Et tous les jours, on constate que sur tel ou tel point, M. Hamon, a tendance à se recentrer, notamment parce qu'il a peur que ses amis, ses électeurs partent, une partie de ses électeurs partent vers M. Macron. Donc il est un entre-deux. Il est à la fois, quelqu'un qui reflète, c'est son ambiguïté et sa contradiction, il reflète à la fois les désaccords avec ce qui s'est passé depuis 5 ans, mais en même temps, il assume d'être le candidat du parti qui a gouverné depuis 5 ans. Pardonnez-nous, mais nous ne pouvions pas, hériter de cette ambiguïté, parce que cela aurait signifié que nous aurions été définitivement incapables d'accéder au second tour, ce qui est notre projet. Donc voilà pourquoi sur le fond politique, et non pas sur les hommes, il n'y avait pas cette possibilité de rassemblement, et M. Hamon, d'ailleurs, a tiré les mêmes conclusions. Dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que lors du dîner qui a eu lieu donc à Paris au moment il y a 15 jours, pour avaliser justement les deux chemins personnels, est-ce qu'ils ont évoqué cela? Est-ce que les hommes ont évoqué cette possibilité, peut-être, en effet, en purgeant un certain nombre de personnalités que M. Mélenchon ne voulait pas voir, est-ce qu'ils ont évoqué à un moment donné qu'est-ce qui aurait pu rendre possible éventuellement un programme commun, quoi? Écoutez, j'ai cru comprendre que M. Hamon expliquait en préambule qu'il ne se voyait pas autrement que candidat sur le projet qui était le sien. À partir de là, chacun a mis son projet, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a, j'en viens à la question que vous posiez, il y a des différences qui sont quand même plus qu'importantes, structurantes. Par exemple, sur l'Union européenne. Mais quand on vient d'en parler. Quand Benoît Hamon dit sur France 2 que 100% du PIB de dette, ça se rembourse pour la France, vous êtes... Comme M. Hamon explique que sur l'Union européenne, et il en a tout à fait le droit, c'est respectable, que sur l'Union européenne, son projet, c'est un parlement de la zone euro, c'est-à-dire qui donne un vernis démocratique à quelque chose qui ne change pas. Parce qu'il ne remet pas en question les statuts de la BCE, il ne remet pas en question les 3% de déficit. Je ne l'ai pas vu. Si, Benoît Hamon, dans son programme, il veut revoir les statuts de la BCE. Il a proposé un moratoire sur la dette accumulée depuis 2008. Excusez-moi, je lis attentivement votre journal. Dans les 3%, il propose que Le Monde, par exemple, il propose que les dépenses liées à la défense, justement, soient retirées de cette question des 3%, mais il ne remet pas en question fondamentalement les 3%. Et surtout... Et l'investissement. Donc si vous rajoutez les dépenses de défense plus l'investissement, on est à 7% de PIB. Même M. Mélenchon ne propose pas 7% de déficit. Il nous propose un autre Parlement. Il propose de remettre une couche qui, en plus, sera à la proportionnelle au niveau des nombres d'habitants. Donc, je voudrais bien savoir comment il peut expliquer que, tout d'un coup, l'idée qu'il défend va être majoritaire de ce Parlement. Et il conditionne, finalement, ce que nous ferions comme politique aux décisions d'un Parlement qui, à mon sens, aujourd'hui, vu le rapport de force, ne changera en rien la politique européenne. Et quand il termine, il a cette phrase extraordinaire où il dit que le journal Le Monde lui demande qu'est-ce qu'il compte faire si ça ne marche pas. Il dit « Je reprendrai mon bâton de pèlerin jusqu'au bout pour essayer que ça marche ». D'accord, mais sauf que ça, on a connu par le passé, les socialistes l'ont fait, et bilan, ils n'ont rien changé. La démocratie, vous n'êtes pas l'invité de cette émission. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. C'est la souveraineté du peuple français qui, s'il nous donne un mandat de rompre avec cette politique, nous lui assurons que nous romprons effectivement. Karine Bécard. Merci, Nicolas, de me donner la parole. Non, remercie Arnaud. Merci Arnaud de me laisser parler. On en arrive, il n'empêche, à cette situation où on a un communiste cette semaine, Patrick Braouzet, qui a décidé de voter Macron. Si vous aviez réussi à faire une union de la gauche, vous pensez sincèrement qu'il serait allé voter
Pour Emmanuel Macron? Elle est pas mal cette question. Ah c'est comme ça que ça se pose, parce qu'il y en a d'autres sans doute qui vont faire la même chose que lui, non? C'est pas grave? Non, c'est Vous êtes pas responsable? c'est pas que c'est pas grave, c'est pas ça. Moi, je veux dire, je pense qu'on assiste actuellement. Je vais commenter deux petites minutes la politique, même si je préfère intervenir en tant qu'acteur. On assiste en direct, pour la première fois depuis la Ve République, à une recomposition de l'espace politique en pleine élection. Bon, en plus, avec toutes les affaires Fillon qui retardent le débat démocratique. Donc, il y a la possibilité, et à mon avis, c'est une des orientations de M. Hollande, de la recomposition d'un espèce d'espace politique autour de M. Macron, type parti démocrate à l'américaine, qui n'a plus aucun rapport avec la gauche telle que je le vis, et qui, en réalité, un pilier du capitalisme financiarisé. Vous avez une possibilité de la recomposition, malheureusement, d'une partie de la droite avec Mme Le Pen. Bon, c'est les projets qui sont devant nous. Et nous devons absolument l'éviter. Et je crains que M. Braouzek, Patrick, que je connais bien, fasse un peu la même erreur avec M. Macron que ceux qui ont soutenu Mme Clinton pour penser qu'elle était plus efficace par rapport à M. Trump, alors qu'il fallait soutenir M. Sanders, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon en France. Allez, on reçoit maintenant nos amis reporters du Monde. Question politique sur France Inter. Cette semaine, et je lui laisse le temps de s'installer pour la saluer, Aline Leclerc, bonjour. Bonjour Monsieur Coquerel. Vous nous parlez, Aline, de la précarité de l'emploi dans une zone où le taux de chômage est l'un des plus élevés en France. Oui, quel est le bassin d'emploi qui compte le plus de chômeurs en France? Bon, c'est une question difficile, alors je vous donne la réponse. C'est la ville d'Agde, dans l'Hérault, 17,9% de chômage. À côté, on a Sète, Narbonne, Perpignan, plus de 15% de chômage. Plus de 16% de chômage à Céré, dans les Pyrénées-Orientales. C'est un chômage dont on parle peu, peut-être parce qu'il est moins spectaculaire que les fermetures d'usines. C'est le chômage des fins de CDD, des petits boulots payés au noir et des conditions de travail très difficiles. Là-bas, l'emploi, c'est le tourisme et l'agriculture, et c'est donc de l'emploi saisonnier. Alors, j'ai rencontré Virginie. Elle a 42 ans, 2 enfants, elle est mariée. Elle n'a pas de diplôme et depuis 25 ans bientôt, elle enchaîne les petits boulots et les saisons. Elle a fait les olives, les oignons, elle a les aubergines, les tomates. Elle a fait un boulot d'élagueuse. Elle a été factrice même. Elle a travaillé dans une entreprise de lampes pour dentistes. Cet été, elle sait déjà qu'elle fera les abricots, mais en attendant, elle a trouvé un emploi d'aide à domicile chez une vieille dame, 100 heures par mois, payée chèque emploi-service. Ça, c'est le matin. Et le soir, elle va attacher la vigne, mais ça, c'est payé au noir. Alors, ça arrange son employeur, mais ça l'arrange elle aussi, parce qu'en fait, si elle déclare un peu trop, elle perd ses 48 € d'allocation logement. Et l'hiver, elle touche encore de Pôle emploi quelques indemnités quand il n'y a plus de travail en basse saison. Elle me dit, les bons mois, c'est-à-dire les mois de 30 jours, elle arrive à se dégager un SMIC. Mais ça fait 25 ans qu'elle fait ça et elle est un peu lasse de cette vie au petit bonheur la chance, comme elle dit. Ne jamais savoir si elle va pouvoir payer ses factures à la fin du mois, ni si elle aura une retraite décente, parce que quand on travaille au noir, on ne cotise pas. Cette vie de débrouille, c'est son mot aussi, c'est celle de beaucoup de gens en France dans un marché de plus en plus précaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez pour essayer de sécuriser davantage la vie de ces gens-là? Éric Coquerel. Déjà, je savais en tout cas que le département de l'Hérault est celui qui est justement le plus pénalisé par la précarité dans la région Languedoc-Roussillon. Et je sais que Agde est effectivement un endroit qui est très lié à du tourisme saisonnier, y compris très estival. Bon. La personne dont vous me parlez, d'abord, elle a une première caractéristique, c'est une femme. Et on sait que la précarité, c'est d'abord et avant tout, très majoritairement, les femmes qui sont pénalisées. Donc nous, ce que nous disons, c'est que la précarité, c'est pas une évolution naturelle de l'économie. C'est pas vrai. Il n'y a pas quelque chose qui explique que tout d'un coup, le travail deviendrait précaire. Ce qu'il explique, c'est qu'on essaye sans arrêt dans notre société d'abaisser ce qu'ils appellent les libéraux le coût du travail, ce qu'on appelle nous le prix du travail, et que ça passe par différents moyens. Le moyen, notamment, c'est de faire en sorte que les gens soient précarisés à la tâche. Donc, quelque part, le modèle le plus extrême est l'ubérisation, c'est-à-dire l'idée d'un retour, finalement, sous des côtés très modernistes, soi-disant, mais le retour au travail à la tâche du 19e siècle. Donc, voilà le modèle que nous avons en face de nous. Et il faut s'y opposer. Alors, comment il faut s'y opposer? D'abord, je crois que, et là aussi, c'est une des différences que nous avons avec M. Hamon, nous pensons que... il n'y a pas un manque de travail. Ou en tout cas, nous ne sommes pas condamnés au fait qu'une partie de la société ne travaille plus. Donc il faut continuer à parler pour rattraper les gains de productivité importants qui ont été faits, les progrès. Il faut continuer à parler de diminution du temps de travail, revenir à des vrais 35 heures. Il faut arrêter toutes ces lois
qui ont sans arrêt dérégulé le cadre hebdomadaire de travail, que propose d'aggraver d'ailleurs M. Fillon et M. Macron, qui se ressemblent, vous voyez, donc revenir à un CDI comme norme du travail. Ça, c'est quelque chose d'impératif. Il faut par exemple, sur le travail précaire, faire en sorte que dans les petites entreprises, elles soient pénalisées au-dessus de 5% d'utilisation des travailleurs précaires, de 10% et de 5% dans les grandes entreprises. Donc il y a un certain nombre de lois sociales qui doivent être prises. Et puis il y a ce qui s'appelle aussi ce que nous voulons, c'est-à-dire la sécurité sociale intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un doit pouvoir se retrouver avec une continuité finalement toute sa vie, qui lui permettent de conserver son droit à la formation, qui lui permettent de conserver ses droits sociaux de manière importante, qui lui permettent aussi de mieux vivre les périodes de chômage. Donc il faut mieux indemniser les chômeurs. Et aussi, au bout d'un moment, c'est ma dernière idée, de faire en sorte de revendiquer ce que nous appelons le travail opposable, un salaire opposable, un emploi opposable. C'est-à-dire que l'État doit pouvoir vous garantir, selon vos compétences, un emploi si au bout d'un moment vous ne l'avez pas trouvé. Retour sur le plateau de Questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info et Le Monde. Notre invité est aujourd'hui le coordinateur politique du parti de gauche, Éric Coquerel. Il répond maintenant à vos questions. Vous êtes très nombreux, que ce soit au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr ou via Twitter avec le mot-clé Questions politiques. Arnaud Boutet, Arnaud Le Parmentier, Karine Bécard toujours à mes côtés. Et Philomène pour commencer. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Coquerel. Bonjour. J'appelle pour dire que séparément, ni Hamon ni Mélenchon ne gagnera l'élection présidentielle, alors qu'unis, ils ont toutes leurs chances. Et s'ils persistent chacun de leur côté, tout ce qu'ils vont réussir à provoquer, c'est l'élection de Le Pen ou de la droite ultralibérale, et ce sera leur responsabilité. Donc ce faisant, ils nous privent d'un espoir de transition énergétique et de justice sociale. Enfin, je parle d'espoir parce que j'ai 23 ans, donc c'est un peu mon avenir qui joue aussi dans cette présidentielle. Et du coup, je me demande pourquoi ne pas désigner celui qui restera dans la course à l'élection, enfin dans la course à la présidentielle, au tirage au sort, puisque le désistement volontaire visiblement ne fonctionne pas. Et je vais vous le dire, en fait, j'étais prête à voter Mélenchon, mais devant son obstination à refuser un consensus, je me demande carrément s'il mérite mon vote. Merci Philomène pour cette question. Éric Coquerel va vous répondre. Pour information, Éric Coquerel, il y a énormément de questions sur ce thème. Oui, je respecte d'ailleurs l'interrogation de Philomène. Je le sais, on rencontre des gens comme ça. Mais je vais vous dire une chose, sincèrement, on rencontre aussi beaucoup d'électeurs qui nous disent si vous soutenez le candidat du Parti socialiste, parce que M. Hamon est redevenu le candidat du Parti socialiste, et on le voit au fur et à mesure de l'évolution, nous, on ne vous suit plus. Et de même, je remarque que dans l'électorat de M. Hamon, beaucoup aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs les recentrages, à mon avis, et la pression de Solferino sur lui, si ce n'est de l'Élysée, beaucoup hésitent à rejoindre M. Macron. Donc ce ne sont pas des gens qui suivraient s'il y avait une unité avec M. Mélenchon. Je ne crois pas. Et si nous pensions l'inverse, nous envisagerions peut-être une autre politique. Je ne crois pas à cette addition arithmétique qui voudrait, quelque part, que tout d'un coup, deux candidats dont l'un estime qu'il rassemble jusqu'à Manuel Valls et l'autre qui rassemble tous ceux qui se sont opposés à la politique de Manuel Valls ou de M. Hollande, cela fasse à l'arrivée une addition qui permette d'aller au second tour. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous y allez à deux, ça fait une division et là, elle marche bien. Oui, mais alors on verra jusqu'où ira cette division. Parce que moi, ce que je considère, c'est que du fait notamment des affaires Fillon qui font que, bon là je suis très content, on n'en parle pas aujourd'hui, mais là ça fait quand même des semaines. Ça fait des semaines qu'on ne répond plus qu'à ça. J'espère fortement que le dernier mois de campagne, à partir de notre marche du 18 mars, 14h Bastille, j'en profite pour le rappeler, sera consacré à la confrontation d'idées, des débats, des programmes. Et de ce point de vue-là, notre programme est clair et cohérent. Et je ne retrouve pas dans le programme de M. Hamon la même clarté. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que, je le disais tout à l'heure, il reste au milieu du gué, que ça soit sur la question de l'Union européenne, où il nous propose une fuite en avant qui serait finalement, qui ne ferait qu'aggraver la situation et qui n'est pas loin de ce que propose M. Hollande, c'est-à-dire une Europe de la défense comme projet d'intégration, une Europe finalement... Mais là, la question est un peu différente. Non, la question de Philomène, c'est vous me volez ma part d'espoir et
vous me volez mes croyances, à savoir la transition écologique, etc. Elle a un candidat qui propose ça. Et elle dit, quand je vois que vous ne pouvez pas vous unir, je n'ai même plus envie de voter pour. On a quand même une situation extraordinaire. Maintenant, on a déjà une 5e République dont vous savez à quel point nous nous opposons parce que c'est une monarchie présidentielle pour nous. Là, on parle de maintenant, deux hommes. il faudrait que, pour la première fois de l'histoire, alors même que nous venons de subir 5 ans de gouvernement socialiste, eh bien, tout d'un coup, tous ceux qui ont construit une alternative crédible, pourquoi je suis invité ici? C'est parce que M. Mélenchon est à 12-13% dans les sondages. Bon, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans de ceux qui représentaient notre espace politique. Eh bien, ceux qui ont une alternative crédible devraient, au nom du vote utile par rapport à Marine Le Pen, donc je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il vient faire dans cette question, il faudrait nous effacer derrière le candidat du Parti socialiste. M. Hamon a fait un choix. Il aurait pu faire un pas de côté et dire, eh bien évidemment, je suis les 1 200 000 personnes qui ont voté pour moi et je décide justement d'être le candidat, d'être un candidat de rupture. Mais ce n'est pas ce qu'il fait et moi je ne suis pas pour recommencer ce qui a été fait depuis 5 ans, le coup du Bourget, on ne le refera pas 2 fois. Arnaud Boutet. Juste une question pour revenir à ce que vous disiez, je cite Jean-Luc Mélenchon qui dit « Mes sympathisants, mes amis sont tellement en colère contre le PS que je dois moi-même les calmer », c'est ce qu'il avait prononcé je crois sur France 2 il y a quelques jours. Est-ce que c'est parce que la haine est telle entre vis-à-vis du Parti socialiste qu'aujourd'hui toute forme d'union est impossible? Non, mais ça explique le fait que ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une addition arithmétique. Parce que si Jean-Luc Mélenchon avait décidé, parce que c'était ça qui était question, l'inverse n'était pas possible. M. Hamon n'a pas imaginé l'inverse. Donc, avait décidé de se retirer pour M. Hamon. Ce qu'il signifie par là, c'est qu'en réalité, il n'y aurait pas justement l'addition des voix dont on parlait tout à l'heure. 13 et 14, ça fait pas 27. Mais ça, c'est un des problèmes. Le problème fondamental, c'est que nous sommes dans un moment où il faut proposer une alternative claire. On ne peut pas recommencer une politique, j'allais dire, où tout d'un coup, on déclare la guerre à la finance et puis on fait tout l'inverse. Bon. Monsieur Hamon, non pas que je remette en question ses convictions, mais tous les gens qui sont derrière lui, oui, là, je dis qu'ils ont gouverné pendant 5 ans, fait l'inverse, et je ne les vois pas tout d'un coup changer de politique. Et encore une fois, sur la question de l'Union européenne, qui me semble être là le point de rupture plus important, M. Hamon ne ferait que nous entraîner sur le fait qu'on se retrouverait exactement dans la même situation aujourd'hui qu'en 2012 par rapport à ce que nous disait M. Hollande. Donc, quelques questions sur Twitter. JP Salomon, que compte faire Jean-Luc Mélenchon quand il aura eu la peau du Parti socialiste et de son candidat? L'agressivité, on fait la peau de personne. Moi, je pense qu'au contraire, mais cette élection... je répercute ce que je réponds juste comme ça au niveau des c'est pas vous, j'entends bien. Non, mais vous pouvez. Moi, je voudrais lancer un appel quand même. On vient de vivre 5 ans très difficiles, avec des tensions, avec ce qui s'est passé au Bataclan, à Nice, etc. Et je pense que autant il faut une confrontation d'idées, de projets, autant l'idée d'avoir la peau, les termes agressifs, etc. Franchement... Non, mais vous voyez l'idée. Non, mais moi, je vous donne ma réaction citoyenne. Non, mais très bien, ça c'est sur les mots. Bon, maintenant, vous voyez l'idée. Oui, ok. L'idée, c'est pas le fait d'avoir la peau du Parti socialiste. Par contre, je considère qu'aujourd'hui, le Parti socialiste tel qu'il est, tant qu'il reste dominant dans ce qu'on appelle la gauche, je considère qu'il n'y aura pas de recomposition à venir que nous appelons de nos voeux, à travers notamment ce que nous faisons avec France Insoumise, c'est-à-dire l'idée qu'il puisse y avoir une alternative au système. Vous savez, très vite, il y a pour moi 3 grands projets en réalité. Il y a la règle brune de Mme Le Pen. Constitutionnalisation de la préférence nationale, c'est même pas un retour, instauration du droit du sang, c'est-à-dire une politique racialiste. Il y a la règle d'or, M. Macron-Fillon, on continue la même politique, compétitivité à outrance, la politique de l'œuf, la politique de l'austérité. Et nous, il y a la règle verte avec la question de l'intérêt général du bien commun, à commencer par prendre la question de l'écologie et de l'environnement et du climat. Je crois qu'il y a 3 grands choix de société et c'est de ça dont il faut qu'on arrive à débattre maintenant. Alors des questions toujours politiques, on peut y répondre peut-être un peu plus rapidement. El Khomri, nous dit Olivier, a été investi par sa section, pas par Hamon. Si elle gagne, il faut faire avec. Les Insoumis et la démocratie, point d'interrogation. Eh bien voilà, elle a été investie par sa section. Mais il se trouve que sa section, c'est celle du Parti socialiste. Donc on comprendra que on ne considère pas que une investiture du Parti socialiste vaut investiture pour tous ceux qui se sont opposés à sa politique depuis des années. Karine Bécard, Arnaud Leparmentier. Je reviens quand même sur l'attitude en fait de Jean-Luc Mélenchon. De vouloir devenir chef d'État, c'est avoir la capacité de convaincre, c'est avoir la capacité de composer, d'écouter. On n'a pas le sentiment qu'il est quand même tellement capable de faire ça. Ah, vous trompez, vous ne le connaissez pas. Je sais pas, là, il m'a pas donné le sentiment de vraiment avoir envie d'écouter les communistes, d'avoir vraiment envie d'écouter Benoît Hamon, d'avoir envie de fédérer, de faire cette union de gauche. J'ai dû rater un épisode, le Parti communiste soutient Jean-Luc Mélenchon.
Oui, pas tous. Hein, pas tous. Pierre Laurent soutient Jean-Luc Mélenchon. La majorité a voté soutient Jean-Luc Mélenchon. Donc ne nous inventons pas des problèmes qui n'existent pas. Les 500 parrainautes, vous les avez. Oui, il y a 5 ans, ça avait été beaucoup plus simple, avec effectivement les communistes qui étaient clairement derrière vous. Là, oui, il y a 5 ans, il y avait aussi une autre loi qui a été aggravée, je vous rappelle, où ce sont cette fois-ci les élus, de manière totalement... qui rajoutent au côté antidémocratique du parrainage par les élus, qui doivent déposer leur parrainage. Donc c'est plus compliqué. Et effectivement, le Parti communiste, n'a pas pour l'instant avait décidé de donner à partir du 13. Donc je pense que il va y avoir de plus en plus de parrainages, de donner à partir du 13 ces parrainages, même si beaucoup de communes sont déjà faits. Est-ce que c'est une attitude de chef d'État ? L'attitude de chef d'État dans la période qui vient, c'est d'avoir un projet qui est capable justement de gouverner la France pour rompre avec les années que nous connaissons depuis 10 ans, qui sont insupportables pour le peuple, et de mettre en place une 6e République parce qu'on n'en peut plus de la 5e. Donc c'est ça l'attitude des chefs de l'État. Et de ce point de vue-là, j'ai tendance à penser que celui qui a le plus d'attitude de responsable et de chef de l'État de tous les candidats qui se présentent, mais ça ne va pas vous étonner puisque je soutiens, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu parce que Jean-Luc Mélenchon a fait la campagne la plus moderne sur Internet, il a son programme cohérent, il aboure, et vous êtes qu'à 12%. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu... Alors vous allez me dire, vous étiez beaucoup plus bas il y a 5 ans. Déjà les réponses, je peut-être... questions, réponses, etc. Non, mais vous n'êtes pas déçu? Je vous présente Arnaud Le Parmentier. Oui, mais je connaissais le nom, mais l'éditorial et ça. Mais non, vous n'êtes pas déçu? Non, on n'est pas déçu. Je vais vous dire pourquoi. On savait que les 2 primaires, ça allait être un moment compliqué pour nous. J'allais dire qu'au-delà même du processus, tous les médias n'ont parlé que de ça pendant des semaines et des semaines, laissant penser que la centralité politique était sur les primaires. Le PS et les Républicains. Vous voyez que c'est même pas le cas, puisque les 2 candidats soi-disant en tête dans les sondages, je dis soi-disant parce que je prends des distances avec les sondages aujourd'hui, et d'ailleurs apparemment les sondeurs aussi, ne sont pas des candidats sortis des primaires. Donc la preuve qu'on avait raison de dénoncer ce système. Donc on a eu ça. Le fait d'être à 12%, c'est-à-dire au-dessus 12-13%, au-dessus de ce que nous donnait le résultat des élections en 2012 à la fin. C'est quelque chose qui est une bonne base de départ pour atteindre le dernier mois de campagne, où j'espère enfin sincèrement, parce que je suis sûr, vous disiez qu'il y a beaucoup de questions, moi je crois que c'est ça que cela montre, c'est que les Français n'en peuvent plus de la politique politicienne, ils en ont assez de toutes ces affaires. Par contre, il y a un appétit pour la politique avec un grand P, c'est-à-dire celle qui parle de projet, celle qui se soucie justement de la question du chômage ou de la précarité, comme on l'entendait tout à l'heure, et que le dernier mois de campagne, notamment avec les grands débats qui vont avoir lieu, mais ce que nous faisons aussi sur le terrain, on multiplie les réunions programmatiques, celles de Jean-Luc ou les nôtres, et ben j'espère qu'on arrivera à renverser la vapeur. Allez, une dernière question Twitter avant de repasser au standard. Pablo indique la chose suivante. La contradiction, c'est de prôner la 6e République et faire campagne avec un programme de président de la République de la 5e République. Ouais, nous on est républicains et on pense que la révolution citoyenne, ça se passera par les urnes dans un pays comme le nôtre. Et quand malheureusement on nous propose un match de foot, on ne joue pas au volley, quoi. Donc je suis désolé, mais ça passe par l'élection maître de la 5e République. Et nous le regrettons, raison pour lesquelles, dès que Jean-Luc Mélenchon sera élu président, il convoquera une constituante pour une 6e République pour qu'on en finisse avec ce qui sclérose la vie politique, et pas seulement au niveau de la présidence, c'est-à-dire cette monarchie présidentielle qui donne tous les pouvoirs dans les mains d'un seul ou d'une seule. Retour au standard. Bonjour Albert. Bonjour à tous et puis merci pour votre émission. Merci à vous. Je voudrais demander à M. Coquerel la chose suivante. Il semble établi que plus de 45% des ouvriers votent pour Mme Le Pen. Est-ce qu'il ne serait pas valorisant, intéressant et politiquement intéressant pour lui que de faire une campagne essentiellement, pas totalement, mais essentiellement axée pour faire revenir ces ouvriers vers leur lieu naturel qui est quand même la gauche, et pour ce faire, de faire comprendre que le discours simpliste de Mme Le Pen, avec des arguments très simples, arrive à détourner ces gens vers elle, sachant que évidemment ça ne débouchera sur rien. Est-ce que ça ne devrait pas être ça l'essentiel? Et très franchement, si en bout de campagne, eh bien, au lieu qu'il y ait 45%, il n'y aurait que 30 ou 35% des gens qui auraient voté pour les ouvriers qui votaient pour Mme Le Pen, eh bien ça serait pour moi la plus belle des victoires pour M. Mélenchon. Merci Albert, vous nous appeliez de Nantes. Éric Coquerel vous répond. Alors d'abord, premièrement, il n'y a pas 45% des ouvriers qui s'apprêtent à voter pour Marine Le Pen. Chez les ouvriers, pour l'instant, c'est l'abstention qui domine, en réalité. Quand ils votent majoritairement pour Marine Le Pen. Il y a beaucoup d'ouvriers qui votent pour Marine Le Pen, mais comme d'ailleurs, vous remarquerez, même dans les moments où la gauche était très très haut, il y avait toujours en gros un tiers d'ouvriers
qui votaient pas pour leurs intérêts, c'est-à-dire en réalité pour la droite. Et j'ai tendance à penser que, contrairement à ce qu'on dit, l'électorat de Marine Le Pen, c'est surtout une droite qui s'est radicalisée plutôt que soi-disant des gens qui viendraient des partis de la gauche. Voilà, c'est l'analyse en tout cas que donnent beaucoup d'analyses sociologiques et de vote sur Marine Le Pen. Donc ça, c'est le premier problème. Ça n'empêche pas qu'évidemment, c'est un souci. Bon. Et c'est un souci auquel on essaye de faire face. Donc j'appelle Albert à venir nous aider. Alors d'abord, on a souvent un problème. Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme les partis d'extrême droite des années 30, exactement le même. C'est-à-dire qu'elle prend des vocabulaires à la gauche et elle les remixe dans son programme de xénophobie, justement pour apparaître comme la candidate des ouvriers. Bon. Si on était un peu aidé pour remarquer que quand Marine Le Pen demande une augmentation de salaire et qu'elle prend en réalité dans les poches du salaire socialisé des cotisations, c'est pas augmenter les salaires, mais c'est faire un coup d'entourloupe, que d'ailleurs propose aussi M. Macron. Si on avait un peu plus d'analyse là-dessus, plutôt que de nous dire finalement, vous voyez, vous faites la même chose que Marine Le Pen, on serait un peu aidé. Bon. Moi, ce que je remarque de Marine Le Pen, et Albert a raison, c'est que par contre, à chaque fois qu'il s'agit de taper sur les syndicats qui, justement, défendent la classe ouvrière, vous remarquerez que c'est les premiers à le faire. Là aussi, totalement dans l'expérience, dans les habitudes de l'extrême droite des années 30. Et par contre, oui, il faut que, pour notre part, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, peut-être pas assez bien, j'entends Albert, on va peut-être essayer de le faire encore mieux, mais la question sociale, la question de la création d'emplois, la question de la diminution du temps de travail, la question de l'augmentation du SMIC de 15%, enfin, toute chose qui est le fait d'aller récupérer l'argent qui, quelque part, a été capté depuis 30 ans par le capital non investi au détriment de tous les revenus du travail, nous essayons de le mettre en avant et on va continuer à le creuser. Je pense que c'est une des voies justement pour permettre de diminuer l'influence de Mme Le Pen. Karine Bécard, Arnaud Boutet. En 2012, Jean-Luc Mélenchon a vraiment joué le face-à-face face à Marine Le Pen. Il était même allé faire les législatives dans son fief, à Hénin-Beaumont. On a l'impression qu'il s'est brûlé les ailes face à Marine Le Pen, parce que là, en 2017, malgré tout, on ne l'entend pas beaucoup parler de Marine Le Pen, même dans ses meetings. Brûler les ailes, il est toujours là, Jean-Luc Mélenchon, donc c'est pas tant brûler les ailes que ça. Et puis moi, je pense que je suis pas de ceux qui pensent que moi, je pense que c'est tout à son honneur d'avoir été affronté Mme Le Pen. Je dis pas le contraire. Non, mais j'ai compris. Et je vais même vous dire, si Mme Le Pen n'est pas passée, si Mme Le Pen n'est pas passée à Hénin-Beaumont à ce moment-là, je pense que c'est aussi à lui qu'on le doit, parce que l'électorat qu'il a mobilisé ne serait jamais mobilisé s'il n'avait pas été là. Donc ça, je mets ça de côté. Mais aujourd'hui, non. Nous continuons. Vous l'entendez peut-être pas quand je parle de la règle brune, quand même. Ça fait allusion à la peste brune. Vous voyez bien de quoi voilà. Nous avons gagné. Il y a eu plusieurs procès qui ont été gagnés sur la caractérisation de fascisme du Front National. Nous avons gagné beaucoup de... donc, il y a une bataille que nous menons sur le Front National. Nous continuons à l'amener, mais nous savons aussi qu'il faut l'amener de manière pédagogique. C'est-à-dire, il ne suffit pas de brandir le danger Le Pen pour que, malheureusement, tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé dans les pires heures de l'histoire de notre pays pour ne plus voter Marine Le Pen. Donc, nous devons convaincre. Mais je trouve une chose... c'est que moi, ce qui m'étonne, c'est que depuis janvier, alors qu'elle a constitutionnalisé le principe de préférence nationale, qui est extrêmement grave, qui est un tournant absolument anti-républicain, y compris de la part de vous, journalistes, il n'y ait pas plus de questions sur ça, parce que là, je vous assure que c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant et qui, en réalité, rappelle Jean-Marie Le Pen père et les pires heures de l'extrême droite. Justement, petite question par rapport à ça. Est-ce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, assez clivante, est une des causes peut-être de cette incapacité à fédérer cet électorat là qui parfois préfère aller vers Marine Le Pen? Et deuxième question, j'en profite, est-ce que vous comprenez que François Hollande aujourd'hui mette en garde contre les extrêmes? Si c'était un problème de personnalité clivante, Marine Le Pen ne serait pas aussi haut, parce qu'elle propose la division entre tous les Français, entre les pauvres selon leur couleur de peau. J'en parlais avec le principe de constitutionnalisation. Plus le droit du sang, ça veut dire qu'elle déclare en réalité la guerre à plus de 11 millions de concitoyens qui vivent sur le sol français, d'après l'INSEE, entre les immigrés et les enfants d'immigrés nés en France. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est clivante, et vous me dites sans arrêt que ça marche. Donc c'est pas ça le critère. Bon, moi je ne crois pas que ça soit le problème. Ce que nous avons comme souci, c'est que nous avons depuis 5 ans M. Hollande qui a fait une politique qui a totalement désorienté tous ceux qui ont voté pour lui, y compris du coup tous ceux qu'on appelle communément à gauche, et qui a encore plus ouvert quelque part les voies pour le Front National. C'est ça dont nous souffrons, et je crois que cet handicap est évidemment plus compliqué quand vous faites partie de ce qui, théoriquement, historiquement, est le même camp. Donc nous avons un travail à la fois de clarification à faire, un travail pour montrer sur quoi nous voulons fédérer le peuple, sur quoi nous pensons qu'il est utile de montrer par l'éducation populaire qu'en réalité nous avons un adversaire,
pour 95% des Français, qui est la finance, et ça, qui reste la finance comme ennemie, comme le disait Hollande, de manière hypocrite il y a 5 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons plus de problèmes. Je vous fais en passant, excusez-moi, une France Insoumise à quelques mois, et le Front National, ça fait 40 ans, malheureusement, qu'il développe ces thèses racistes et xénophobes dans ce pays. Question de Valéria. Éric Coquerel peut-il nous dire la réponse qui sera la sienne si ni son candidat ni Benoît Hamon ne passent la barre du premier tour? Ce qui est prévu, c'est que de la même manière que nous développons l'application citoyenne dans France Insoumise, ça soit tous ceux qui participent aujourd'hui à la plateforme France Insoumise, il y en a presque 300 000 quand même, qui décident de ce qu'ils feront pour le deuxième tour. Donc ça ne sera pas le candidat, ça ne sera pas les partis qui soutiennent cette démarche. Mais vous me permettrez de ne pas avoir envie de me projeter sur le deuxième tour. Voilà. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon soit au deuxième tour. Et très franchement, de toute façon, ce que je comprends, c'est que... Mais donc la position viendra de la base, attendez, si c'est pas Hamon ou Mélenchon, ça sera Fillon ou Macron. Oui, c'est ça. Je vais vous dire une chose, Fillon ou Macron, pour moi, je veux bien prendre tous les points de leur programme. Peut-être qu'au niveau des degrés, ça se sépare un peu. Par contre, c'est la même politique d'austérité, c'est la même politique qui casse la fonction publique. Face au Front National. Arnaud, le Parmentier. Il y aura une décision prise par France Insoumise. Alors, je rajoute une non, mais vous question. savez très bien que nous avons... Attendez, on ne va pas commencer à poser. Vous savez très bien que nous sommes les adversaires les plus résolus et qu'à aucun moment... Mais non, mais si... On peut dire que c'est Emmanuel Macron qui, sur le fond, a le programme qui, point par point, s'oppose le plus à celui du Front National. Et quand Benoît Hamon dit que Macron est un peu le marchepied ou fait le jeu du Front National, qu'en pensez-vous? Éric Coquerel. Ce que je crois, c'est que, exactement comme aux États-Unis, les candidats du libre-échange, et de ce point de vue-là, je mets M. Macron et M. Fillon sur le même niveau, ne sont pas les mêmes... Oui, je l'assume, je les mets sur le même niveau, ne sont pas les mieux placés pour battre un candidat d'extrême droite, que ce soit M. Trump ou Mme Le Pen. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, pour l'intérêt général du pays, que je souhaiterais que ce soit un candidat comme Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qui représente un projet opposé à la fois au libre-échange et à la xénophobie et au repli nationaliste. Voilà, voilà ce que ma réponse. Permettez-moi de vous dire, en tout cas, je le réassume, que nous sommes... On ne peut pas à la fois nous dire vous avez été front contre le Front National et penser 2 secondes que nous pourrions faire, j'allais dire, les affaires du Front National. Ce sont nos ennemis les plus irréductibles parce qu'ils présentent un projet de société qui est à l'antithèse du projet humaniste et d'émancipation républicain qui est le nôtre. Karine Bécard. Prolongeons ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que la plateforme de France Insoumise pourrait décider très bien, par exemple, de s'abstenir. Vous accepteriez là, on est au l'abstention premier ou pas? tour. Parce que là, ça fait le jeu du Front National. Vous savez ce que je vous propose? Vous m'avez invité pour le deuxième tour, on en reparlera. Je peux vous dire en tout cas que je ne connais pas un électeur de ce qu'était le Front de gauche et aujourd'hui France Insoumise qui mettrait un bulletin de vote Marine Le Pen. Par contre, je connais des électeurs de droite. Attendez, excusez-moi. Je connais des électeurs de droite qui aujourd'hui et depuis des années, malheureusement, de fait même des inclinaisons de leur leader, et je pense notamment à M. Fillon qui reprend beaucoup de choses du Front National, commence justement à voter au deuxième tour pour le Front National. C'est plutôt là-dessus qu'il faudrait mais vous la question, interroger. c'est de savoir aussi si vous n'en avez pas marre du Front républicain. Est-ce que vous en avez marre ou pas d'appliquer le Front républicain? Cette question-là se pose. Le Front républicain, on pense que la meilleure manière de lutter contre le Front National, c'est pas de laisser penser qu'en réalité, ce sont les seuls en dehors du système et que vous avez quelque part un axe qui pourrait permettre d'avoir n'importe quelle politique en face. Quelque part, on ne parlerait plus du contenu des politiques, mais uniquement de la question du vote utile et qu'importe le nom. Je pense que c'est pas la bonne manière d'affronter le Front National. La manière d'affronter le Front National, c'est de le faire programme contre programme, projet contre projet. Et le premier tour sert à ça. Donc, laissez-moi grâce de penser que nous parlons pour l'instant des candidats qui sont en course pour le premier tour. Une question très courte, vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Que pensez-vous des mises en garde répétées de François Hollande contre les extrêmes? Est-ce qu'il a raison? Éric Coquerel, puis le Standard. Pour avoir permis de développer le Front National, je trouve qu'il y a quand même une posture qui est un peu étonnante, si vous voulez. Donc, je trouve qu'il est dans un rôle un peu paradoxal. Alors, je ne sais même pas... Par exemple, c'est sa faute si le Front National est si haut, c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr, oui. Quand vous faites une politique, vous êtes élu pour faire une politique et que vous faites exactement l'opposé, non seulement c'est un problème démocratique, et je pense que la question de la souveraineté populaire et de la démocratie est vraiment quelque chose qui travaille en profondeur de nos sociétés, c'est pour ça que nous sommes pour la 6e République, mais quand en plus de ça, vous avez totalement désespéré sur le plan social les Français qui du coup se retrouvent aujourd'hui avec... Vous le savez. D'ailleurs, c'est aussi un des arguments pour lesquels j'estime que cette élection n'est pas faite. La moitié des gens n'ont pas choisi pour qui ils voteraient. Je pense que cette désorientation est beaucoup due à M. Hollande et à la politique qu'il a menée. Mais juste pour répondre, excusez-moi, je voudrais réinsister. M. Hollande,
il fait exactement comme tous les libéraux. Il estime qu'aujourd'hui, le Front National, ce qui le caractérise, qui est le danger, c'est la sortie de l'euro. D'accord ? Bon. C'est pas le danger pour vous ? Non, c'est pas la sortie de l'euro, c'est une question d'outils, on pourra en discuter. Nous, c'est pas ce que nous on pense que la sortie de l'euro sèche, c'est une politique défaitiste où la France ne joue pas son rôle pour essayer, parce qu'elle peut, de transformer le projet de coopération européenne. Donc quelque part, Madame Le Pen est comme le sont des nationalistes xénophobes. En plus de ça, les défaitistes. Mais mettons-le de côté. Mais ce qui caractérise le Front National, c'est les objectifs du Front National. C'est ça là-dessus qu'il faudrait taper. Bon, et les objectifs, je vous dis, c'est la division et la haine entre les Français ou des Français vis-à-vis de l'extérieur. C'est donc ça qui, à mon avis, devrait être mis en avant. Et en faisant ça, M. Hollande, quelque part, laisse penser qu'en réalité, il y a quelque part un système libéral qu'il conviendrait de défendre coûte que coûte, du libre-échange, et que ce système serait celui de la démocratie. Il y a longtemps qu'on voit que le système du libre-échange, c'est plus égal à la démocratie, et c'est pas efficace pour lutter contre l'extrême droite. Christine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, Christine. Oui, c'est une question. Alors, il y a une question et puis après une petite requête, en toute amitié. Allez-y. La question, c'est est-ce que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, par ailleurs, je souhaite voter pour lui, est-ce qu'il est prévu un audit de la dette de façon à déterminer ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas ? Et alors, ma petite requête, je le dis en toute amitié, est-ce qu'il serait possible, Arnaud Le Parmentier, de limiter ses interventions? J'ai pas parlé depuis 10 minutes. On va le baïonner. Comme vous l'avez dit, Nicolas Demorand, c'est pas lui l'invité. Moi, ce qui m'intéresse dans vos émissions, c'est les réponses de l'invité. Voilà. Écoutez, donc, bref, il vous écoute et il vous entend, Christine. On va essayer de calmer cette fougue. Arnaud Le Parmentier vous salue chaleureusement et nous acceptons bien entendu votre remarque. Éric Coquerel vous répond. Oui, absolument. Il y aura un audit de la dette parce que nous estimons qu'il y a une partie de la dette qui est illégitime. Qu'il faudrait, au niveau européen, observer un moratoire. En plus, elle est de tel niveau dans plusieurs pays qu'on sait très bien qu'elle ne pourra pas être payée en tant que telle. Et pour préciser ma pensée, il y a une bonne dette. C'est-à-dire que la question, c'est pas de dire il ne faut pas de dette. Il y a une bonne dette, celle qui investit dans les équipements scolaires, dans la santé, qui relance l'économie, l'activité, etc. Et puis il y a une mauvaise dette qui est celle que M. Fillon a fait monter quand il était au gouvernement avec M. Sarkozy, 600 milliards à l'époque, qui a été le fait de renflouer les banques après la crise des subprimes, sans que ça sourie d'une manière ou d'une autre à l'intérêt général. Cette dette-là, elle est illégitime. C'est celle des fonds spéculatifs, c'est celle qui a spéculé contre la Grèce. Donc oui, bien évidemment, il faut un moratoire après un audit. On retourne au standard. Maryse, bonjour. Oui. Nous vous entendions, Maryse, vous êtes toujours là. Oui, je suis toujours là. Bonjour. Bonjour, allez-y. Voilà, je tiens à dire que je suis, très touchée du travail qui a été fait par la France Insoumise, qui fait honneur à l'intelligence des citoyens. Voilà, c'est un gros travail depuis 2008 et certainement beaucoup de fatigue pour ceux qui s'y donnent. Je voulais dire une question sur la retraite. Je suis en invalidité, je ne suis pas la seule, nous sommes des milliers en France, depuis l'âge de 46 ans. Ma carrière est donc tronquée et la retraite se calcule sur les 25 meilleures années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je reçois mon état de retraite, je tomberai par terre. C'est la moitié de ma pension d'invalidité. C'est donc la misère assurée. Je voulais savoir ce que la France Insoumise, je n'ai pas vu dans le programme, mais peut-être n'ai-je pas fait attention, prévoit pour ce genre de choses. Ils veulent remettre la retraite à 60 ans, je suis tout à fait pour. Malgré tout, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, la retraite à 62 ans, c'est mieux, parce que je touche ma pension d'invalidité jusqu'à 62 ans. Et j'aurai 2 années de moins de misère, on va dire. Donc, c'est pas pour autant que je remets en cause l'idée de mettre la retraite à 60 ans. Mais je pense qu'il faudrait remettre le calcul de la retraite sur les 10 meilleures années pour tout le monde. Merci Maryse pour cette question. Éric Coquerel vous répond. Alors d'abord, merci du salut à France Insoumise. Ça me permet effectivement de saluer tout le travail. Parce que si on parle de programme, c'est qu'il y a eu un travail de contribution, il y a eu un travail d'audition qui a été co-organisé par Charlotte Girard et Jacques Généreux. Et je pense que c'est aussi une nouvelle façon de faire de la politique importante qui fait qu'après, les gens défendent davantage le programme puisque c'est leur programme. Et je crois que c'est ce qui explique aussi que nous ayons justement un programme aussi cohérent par rapport à tous ceux de nos concurrents qui, pour certains, n'ont pas encore de programme. Sur la question des retraites, c'est simple. C'est qu'il faut la retraite à 60 ans. C'est qui n'a pas de programme? Oui, parce que maintenant, même Macron oui, alors d'accord. Ok, excusez-moi. Je reviens en arrière. Depuis quelques semaines, tout le monde a un programme. Et M. Macron a un avantage énorme, c'est que tous les vendredis,
vendredi, il annonce un programme. Et voilà, toutes les chaînes sont là pour réécouter son programme. Donc j'ai François noté Fillon aussi, hein, une lundi, fois, deux il fois, trois représente fois. son programme. Voilà, donc ils ont maintenant un programme. Alors revenons à la question, plusieurs mois après. Revenons à la question importante de Maryse, elle est s'il vous essentielle. plaît. Donc nous sommes pour revenir à la retraite à 60 ans. Et d'ailleurs, ce que montre Maryse, c'est que en réalité, pour atteindre 60 ans et pour toucher la retraite, dans ce système stupide qui fait que le chômage est le plus important chez les travailleurs seniors, c'est quelque chose que nous dénoncions et qui montre toute son imbécilité. Le taux d'activité a beaucoup progressé chez les seniors depuis qu'on a reporté l'âge de la retraite. Ça a pris à peu près 10 points en 10 ans. Ouais, vous remarquez aussi le taux d'activité a beaucoup progressé. Les réformes des retraites ont marché. Le taux de chômage aussi a augmenté. Et nous, comme nous sommes pour réduire le temps de travail, nous continuons à considérer notamment pour les espérances de vie qui, pour la première fois, régressent en France depuis 2 ans, parce que c'est un petit rapport aussi avec le fait, justement, de la durée du travail. Nous sommes pour la retraite à 60 ans. C'est clair, 40 ans d'annuité. J'entends sur les 10 meilleures annuités, qui était une revendication salariale et qui pourrait donner le cadre, être un des points mis en débat de la conférence sociale que nous metterions tout de suite sur la table si nous étions élus. Et je tiens à dire à Maryse, c'est Maryse, je crois, oui, c'est ça, oui. Que pour nous, il ne doit pas y avoir de retraite en dessous du SMIC. Voilà. Parce qu'on ne peut pas vivre en dessous du SMIC dans ce pays. Et ce SMIC, il sera porté à 1 326 € net si nous sommes élus. Guy, bonjour. Vous nous appelez d'Orléans, Guy. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors justement, ma question, c'était pour prolonger la réflexion sur le temps de travail et revenir sur cette notion de raréfaction du travail dont Benoît Hamon parle, et pour clarifier une chose ou deux, parce que les gens ne savent pas trop. D'abord, pour dire qu'entre 1950 et aujourd'hui, le volume total d'heures de travail nécessaires chaque année a baissé. Ça, les gens ne savent pas. Il fait à peu près 45 milliards d'heures de travail pour faire tourner notre pays en 1950. Aujourd'hui, on est un peu au-dessus de 41. En réalité, ça a baissé continuellement jusqu'en 84, et depuis 84, ça augmente très lentement de 0,2% par an. Pour fixer les idées, la population active, c'est 0,5% par an. Et donc, ce dont a peur Benoît Hamon, c'est que même si on redresse la croissance économique, et là le programme de Mélenchon est assez clair, c'est une politique de relance keynésienne standard, même si on redresse donc la croissance économique, les gains de productivité vont continuer. Vous n'empêcherez pas les entreprises d'essayer de continuer d'être plus productives. Et s'il y a une vague de numérisation en même temps, l'un risque de stériliser l'autre. Et c'est pour ça que la réduction du temps de travail n'est pas un détail. En tous les cas, moi je conçois que c'est pas un détail. Et donc ma question, c'était justement où en est précisément le programme de la France Insoumise sur cet objectif de réduction du temps de travail. Merci beaucoup Guy pour cette question. Éric Coquerel, vos réponses. C'est un retour aux 35 heures en contrat avec le CDI comme socle du droit de travail. Et pourquoi pas réfléchir effectivement à l'idée d'aller vers 32 heures. La CGT par exemple le réclame, il y a d'autres syndicats comme Solidaire qui travaillent là-dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si un gouvernement, donc si Jean-Luc Mélenchon est élu, le gouvernement mettra tout de suite en place une conférence sociale pour réfléchir à ces questions. C'est important parce que les gains de productivité n'ont pas cessé d'augmenter. Vous savez qu'on a à l'heure la productivité la plus importante en France. Petit signal aux déclinistes qui n'arrêtent pas de nous comparer à notre pays européen. Et le problème, c'est qu'en réalité, sont pas employés. En réalité, c'est que le gain de productivité, depuis 30 ans, ils vont vers une certaine forme de revenus qui est le capital non investi, qui en gros coûte 150 milliards, ça dépend des économistes, entre 150 et 180 milliards de plus par an aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc tout le problème, c'est d'aller récupérer cet argent. Et sur le temps de travail, bien évidemment, il faut répartir le travail. Mais il y a aussi besoin de création d'emplois. Dans la transition énergétique, dans le fait d'avoir une agriculture paysanne et écologique. On pense qu'il y a 300 000 emplois qui peuvent être créés dans l'économie de la mer. Et nous sommes d'accord de ce point de vue-là avec tous les professionnels qui travaillent sur le secteur. Le développement d'une économie maritime pour un pays comme la France, qui est le deuxième pays au monde avec le plus grand territoire maritime, permettrait de créer 300 000 emplois si on investit à hauteur. Et nous sommes pour investir 60 milliards. Donc, que ce soit aussi la création de l'emploi dans la fonction publique. On a besoin d'enseignants, de vrais enseignants devant leur classe. Pas ce qu'a fait M. Hollande depuis des années. Donc nous sommes pour créer 60 000 postes d'enseignement public. Nous sommes pour créer des emplois dans la justice, 10 000. Donc il y a besoin d'emplois pour répondre aux problématiques d'intérêt général et de services publics dans ce pays et aussi de l'économie, évidemment. Un mot, Arnaud, et l'équipe des Pixels du Monde. M. Coquerel, avec quelle majorité parlementaire vous gouvernez? Vous alliez avec qui? Avec les socialistes pour gagner les législatives ou vous voulez gagner tout seul? Parce que...
faut une majorité, je crois, pour gouverner. Éric Coquerel, rapidement, s'il vous plaît. Alors rapidement, vous savez que cette élection de la Ve République fait qu'en général, le vainqueur de la présidentielle a souvent une majorité après. Voilà. Pas toujours. François Mitterrand l'a pas eu en 88. D'accord. Enfin, en général, c'est ça. Et donc, si Jean-Luc Mélenchon est élu, eh bien, les gens qui seront d'accord avec son programme L'Avenir en commun pourront former une majorité. Et je pense que on ne dérogera pas des traditions qu'on a eues depuis des années. Les questions numériques, donc, maintenant. Questions politiques sur France Inter, en partenariat avec Le Monde. Et j'accueille Damien Leloup. Bonjour Damien. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez du jeu vidéo, à l'occasion notamment, c'est une accroche, comme on dit, de la sortie en France de la nouvelle console Nintendo. Tout à fait, la Nintendo Switch. Est-ce que vous l'avez acheté, Éric Coquerel ? Non. Mais à mon avis, mon fils, oui. Enfin non, j'exagère parce qu'en fait, il est en Angleterre en ce moment, mais sinon, je pense qu'il l'aurait acheté. Alors, je vous pose la question parce que dans cette campagne, l'un des rares candidats, voire le seul qui parle de jeux vidéo, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il en parlait notamment lors de son grand meeting à Lyon. Et donc, dans les mesures qui sont envisagées dans son programme, il y a la création d'un centre national du jeu vidéo sur le modèle du CNC pour le cinéma. Donc on prélève une taxe sur les ventes de jeux et ensuite elle est redistribuée en fonction des projets. Alors le CNC, il a déjà en fait un mécanisme d'aide à la création de jeux vidéo. C'est pas suffisant. Non. C'est pas suffisant parce que le jeu vidéo, vous l'avez dit, c'est quelque chose, c'est un fait massif et c'est un fait culturel. C'est pas quelque chose d'à côté. Moi, je ne connais pas de jeunes qui ne jouent pas aux jeux vidéo, et puis même des personnes plus âgées, même si je dois dire que je n'y joue pas. Mais donc, à partir de là, c'est évidemment quelque chose qui doit être pris en compte si on veut justement travailler à l'émancipation, parce que ça joue aussi là-dessus. On peut faire des jeux vidéo et d'autres jeux vidéo, c'est pas forcément les mêmes dans ce qu'ils véhiculent notamment. Bon. Et ce que nous observons, c'est que il y a une évolution dans le jeu vidéo qui est celui de la globalisation financière, le rachat par des très grosses boîtes. On vient de le voir avec Ubisoft qui a été racheté par Vivendi, si je me trompe pas. Alors justement, c'est un sujet qui a été majeur l'an dernier et on a entendu très peu de responsables politiques s'exprimer sur ce dossier. On ne trouve pas normal et ça nous inquiète que tous les puisqu'il y a eu beaucoup de sociétés pionnières en France dans le jeu vidéo, soient progressivement soit rachetés ou plutôt que beaucoup de créateurs de jeux vidéo français, parce que nous sommes pionniers aussi et nous avons une formation qui est vraiment très très bonne sur les jeux vidéo, se retrouvent dans la situation finalement de devoir travailler de manière toujours plus précaire, pour certains même totalement ubérisés, pour des sociétés qui sont en réalité à l'étranger et qui, j'allais dire même sur le plan de l'idéologie que peuvent à certains moments véhiculer certains jeux vidéo, ne sont pas exactement ce que nous souhaiterions. Donc, exactement comme pour le cinéma, il y a besoin d'une filière française du jeu vidéo et il faut la maintenir. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'exception et de protection. Et ben là, on est pile dans le problème. C'est pour ça que nous sommes pour effectivement une CNC. Nous sommes aussi pour un statut qui permette aux créateurs de jeux vidéo d'avoir un peu le même statut que les intermittents du spectacle, c'est-à-dire qui permettrait de sécuriser leur parcours, leur vie professionnelle entre deux moments où ils font des jeux vidéo. Et puis nous sommes aussi pour une formation, parce qu'aujourd'hui la formation pour les jeux vidéo est très très chère. Les écoles privées qui permettent de se former, bien sûr, d'avoir la qualification sont très chères. Donc il faut là aussi réviser les choses, notamment par exemple avec des écoles type art appliqué par rapport aux jeux vidéo. Mais nous prenons très au sérieux cette question. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez vu très souvent de manière symbolique, met ces espèces de lunettes, de lunettes. Mais je pense que ça fait partie des nouvelles frontières de l'humanité, les jeux vidéo. Voilà, on doit le prendre en compte. On doit considérer que le numérique est quelque chose d'important. Ce qui veut dire aussi que d'ailleurs les techniques du numérique, et y compris doivent être apprises à l'école. Je pense qu'il y a vraiment un grand vide à l'école sur les questions d'internet, de numérique, et nous devons être capables d'avoir une filière française. Sur le contenu, justement, vous le disiez, la France c'était un des pays pionniers. Il y a des grands noms dans l'histoire du jeu vidéo qui ont été fondés en France ou qui sont passés par la France. Il y a Ubisoft qui exporte aujourd'hui ses jeux dans tous les pays du monde. Mais en même temps que la Switch est sorti le dernier épisode de la série Zelda, donc Breath of the Wild, c'est un jeu qui est un peu particulier parce qu'il a battu tous les records de notation de l'histoire. C'est le jeu le mieux noté depuis qu'on note des jeux vidéo. Et quand on regarde la liste des 100 jeux qui ont été les mieux notés dans l'histoire, on trouve énormément de jeux japonais, pas mal de jeux américains et seule une toute petite poignée de jeux français ou européens. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la manière dont on conçoit en France ou en Europe le rapport au jeu et à la création qui fait qu'on est sur ce point de vue-là moins bon ? D'après Éric Coquerel. Je ne suis pas le spécialiste, je ne veux pas vous mentir, hein, je me suis renseigné parce que
Bon. Mais je ne crois pas. D'abord, il y a 23 000 emplois directs ou indirects qui sont concernés en France. Et encore une fois, vous donniez le nom de sociétés pionnières. Il y en a plusieurs, notamment Ubisoft. Ça montre que, justement, il y a toutes les capacités en France, et elles existent, d'avoir une production de jeux vidéo qui soit haut de gamme, qui permette de développer l'influence française à ce niveau-là, avec une certaine vision, en plus, peut-être, liée aussi aux valeurs universelles de notre pays, qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que celles des États-Unis, qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes. Bon. Donc moi je crois qu'il n'y a pas quelque chose qui explique que, j'allais dire presque naturel, nous soyons en train de perdre justement nous soyons amenés à ce que nos sociétés soient obligées de s'associer ou d'être mangées par des sociétés étrangères. Je crois donc, mais ça passe par une chose, c'est que ça passe par une aide de l'État, ça passe par un État qui intervient, qui permet de le faire par la législation, et également le fait de faire des aides aux entreprises. Parce qu'autant nous sommes contre le CICE, c'est-à-dire le fait de ne pas aider des entreprises sans aucune contrepartie, mais sur des secteurs comme ça, il y a justement des choses qui sont d'un intérêt stratégique, parce que c'est un intérêt stratégique, la révolution citoyenne, elle sera aussi numérique, eh bien nous sommes, pour avoir une intervention d'un État sur cette question. Allez Damien, encore une question. Alors, une dernière question sur le contenu justement des jeux. Alors, sans être spécialiste, si vous l'avez peut-être vu, mais la semaine dernière, l'ambassadeur de France en Bolivie a été convoqué en raison d'un jeu vidéo français. Donc c'est Ghost Recon Wildlands, qui est la dernière production d'Ubisoft. Le gouvernement bolivien a peu apprécié le jeu parce qu'il l'accuse en fait de dépeindre la Bolivie où se déroule l'action comme un narco-État aux mains des trafiquants. Est-ce que dans ces cas-là, on a d'un côté une œuvre créée par une entreprise française qui se retrouve en porte-à-faux entre deux gouvernements, est-ce que c'est le rôle de l'État d'intervenir ou est-ce que c'est... Non, je crois pas. Non. Éric Coquerel. Après, je défends les jeux vidéo et les créateurs français. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait est bien. Mais je ne connais pas ce jeu, vous me l'offrirez, je vous donnerai mon jugement. Vous avez encore des questions, chers amis, sur les hologrammes, les jeux vidéo, c'est pas la même chose. Hein. Question Arnaud Boutet, mais un petit peu totalement différente. Quand beaucoup de vos concurrents, entre guillemets, dans cette campagne-là, annoncent une baisse du nombre de fonctionnaires à venir s'ils sont élus, bien sûr, vous au contraire, vous annoncez qu'il y en aura beaucoup 420 plus. 000. 420 000, mais plus de 100 000, c'est ça? Oui, alors 420 000, et il y a 30 secondes. 620 000 emplois opposables que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc c'est une relance de l'activité aussi par les secteurs publics. Très bien, rappel des chiffres. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Éric Coquerel, d'être venu ce dimanche sur France Inter et France Info. Merci Arnaud Boutet, merci Arnaud Le Parmentier. La prochaine fois, on fera en sorte de vous donner un temps de parole plus ample parce que on vous a empêché de parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine Bécard. J'ai essayé de le limiter, mais bon. Oui, non, c'était pas possible, mais il y a eu une cogestion du temps de parole. Vous avez vu, ça c'était pas mal. Merci Damien Leloup. Bonne fin de week-end, bonne fin de dimanche et à dimanche prochain donc pour un nouveau Question Politique.